Bonsoir. Alors d'abord, ça me fait bien plaisir d'être là. C'était pas gagné. Ça fait longtemps, puisque cette conférence, elle date du 17 mars, a priori. Et donc, elle a commencé le jour du confinement. Enfin, elle était prévue le jour du confinement. Et donc, voilà. En gros, le futurologue Gerd Leonhardt nous dit que le monde va plus changer dans les 20 prochaines années que lors des 300 dernières. Ce qui veut dire que, imaginez-vous, avec 20 ans de plus, le monde sera plus différent entre maintenant et ce moment-là qu'il l'était entre la Révolution française et aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va provoquer ce changement? Eh bien, il y a toute une série de choses, mais il y a deux facteurs principaux. Le premier facteur, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a 6 révolutions technologiques majeures qui nous arrivent en même temps. L'humanité a traversé une série de révolutions, mais elle avait des siècles, voire parfois les plus récentes, des décennies, pour s'ajuster, pour s'adapter, pour se transformer. Ici, sur les fondations de la révolution digitale qui s'achève doucement, nous arrive de plein fouet l'Internet des objets, l'impression 3D, les nanotechnologies, les biotechnologies, la robotique et bien sûr, évidemment, l'intelligence artificielle. De l'autre côté, pour la première fois dans notre histoire moderne, le vaisseau Terre nous donne des signes d'instabilité. Toute l'histoire moderne depuis la révolution agricole s'est construite sur un vaisseau Terre hyper stable. Alors, le changement, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est la friction. Ce qui veut dire que dans un monde qui va plus changer pendant les 20 prochaines années que lors des 300 dernières, on peut s'attendre à voir plus de friction apparaître lors de ces 20 prochaines années que lors des 300 dernières. Cette friction, je pense qu'on la ressent déjà tous aujourd'hui. Si on regarde partout sur la planète, les gilets jaunes, les mouvements populaires, MeToo, Black Lives Matter, on voit que socialement, le système est sous tension. On voit que technologiquement, les disruptions bouleversent le monde des entreprises, les institutions, nos vies. Même notre esprit nous semble de plus en plus occupé, encombré, saturé d'informations. Et c'est quelque part normal, puisque ce changement commence. Et donc, voilà, les choses s'accélèrent. D'ailleurs, depuis le début 2020, je pense qu'on a un avant-goût de changements brutaux et violents qui viennent bouleverser le quotidien d'un plus grand nombre. Alors, le succès, ça c'est une définition d'un autre futurologue, un Américain, Ray Kurzweil, dit, en fait, on peut définir une personne qui a du succès, non pas par sa capacité à résoudre des problèmes, mais par sa capacité à savoir quels sont les problèmes qui valent la peine d'être résolus. Et donc, se préparer au futur, quelque part, c'est être capable d'anticiper le futur, de le prédire. Alors, si on regarde aujourd'hui les stratégies des entreprises, le choix d'une carrière, le choix d'une société, d'un endroit pour vivre, quelque part, sont consciemment ou inconsciemment des choix faits, des paris faits sur le futur. Or, aujourd'hui, nous avons, dans les gens qui sont des prédicateurs, qui annoncent le futur, on voit deux camps assez séparés, assez opposés. D'un côté, on a les techno-optimistes qui nous disent que le monde va continuer à croître, que la technologie va continuer à augmenter, que la technologie va certes créer des problèmes, mais les résoudre au cours de la route. Et on les appelle donc les techno-optimistes, voire techno-utopistes. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les collapsologues. Alors les collapsologues, ce sont des gens qui prédisent l'écroulement du système, la fin de l'énergie abondante, l'écroulement économique, voire sociétal, et pour certains même, l'écroulement humain. Alors, comment on peut faire pour se préparer à un futur qui fait globalement un grand écart à la Van Damme et qui nous propose un 180 de tous les futurs possibles? Eh bien, d'abord, est-ce que nous sommes capables de prédire et en quoi on est bon pour prédire l'avenir et quels sont les facteurs qui peuvent amener à ce qu'on se trompe? Alors, pour essayer de comprendre ça, je vais voir comment les gens du passé voyaient le futur et on va essayer de comprendre en quoi ça peut être en même temps pertinent et en même temps très différent de la réalité. Alors, ici, vous avez un artiste russe qui, en 1900, représente une scène de l'an 2000. Alors, on voit une servante qui tient un manche en cuivre avec un fil, qui pilote un automate avec une éponge et un balai. C'est assez bien vu quelque part.
je veux dire, c'est très pertinent, c'était il y a 100 ans, enfin 120 ans même maintenant aujourd'hui. La réalité, elle est très différente. Donc en même temps, c'était très bien vu, et en même temps, c'est à des années-lumière de la réalité. Pourquoi ? Parce que la capacité qu'on a à juger et à imaginer le futur se base sur ce qu'on possède déjà, donc notre expérience passée et notre présent. Et donc, projection du futur avec notre lentille actuelle. Et donc, l'artiste a clairement pas vu venir les batteries, le wireless, l'automatisation, la miniaturisation, le plastique, enfin, toute une somme de choses qui sont venues déformer cette imagination pour donner ce que nous vivons aujourd'hui. La deuxième raison fondamentale de pourquoi on a du mal à prédire le futur correctement et pourquoi souvent les choses se passent différemment, c'est l'exponentialité. Une grande partie des choses aujourd'hui sont exponentielles. Notre système évolue de façon exponentielle. Notre technologie évolue de façon exponentielle. Et aujourd'hui, notre vaisseau change de façon exponentielle. Alors l'exponentialité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, voilà ici deux droites. La première est linéaire, celle du dessus. Et donc, c'est une progression où à chaque intervalle, on va rajouter la même quantité. Une exponentielle, à chaque intervalle, on va augmenter 2 fois, 3 fois, 4 fois cette quantité. Ce qui veut dire, si je prends 2 personnes côte à côte, qui font 30 pas tous les deux, mais que l'un fait des pas linéaires et l'autre fait des pas exponentiels, à la fin de ces 30 pas, on aura une personne qui aura fait 30 mètres, à peu près, l'autre personne aura fait 26 fois le tour de la Terre, à peu près. Alors, évidemment, nous, humains, on fonctionne de façon linéaire. Et donc, c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir des changements de perspective. Moi, quand je discute avec des gens, moi maintenant, les gens me disent « Mais ce que tu dis, ok, mais c'est pas avant 50 ans, c'est pas avant 100 ans. » Et en fait, ils ont raison, quelque part. Cette perspective, elle est correcte, mais dans une prolongation linéaire, dans une vision linéaire. Alors que dans une exponentielle, ça va arriver dans 10 ans, 20 ans. Et donc, l'exponentialité, c'est un facteur clé dans pourquoi on a du mal à jauger et pourquoi le monde aujourd'hui a l'air de s'accélérer tellement fort et la complexité a l'air d'exploser complètement. Le premier à avoir mis en avant cette exponentialité dans le monde moderne, c'est Alan Moore. Alors Alan Moore, c'est le cofondateur des processeurs Intel. Et en fait, en fabriquant ces processeurs, il se dit, tiens, mais au fond, moi je constate, et je pense que ça va continuer, que tous les 18 mois, on va pouvoir doubler la puissance de ces processeurs pour un prix égal. Et donc c'est devenu ce qu'on appelle la loi Moore, et ça fait 60 ans plus ou moins que cette loi se maintient. Il y a des débats épiques sur Internet pour dire tiens, non, là on arrive au bout, regardez, physiquement les transistors peuvent plus miniaturiser, c'est pas possible, et à chaque fois arrive une nouvelle technologie. Est-ce que ça va se maintenir ? J'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, so far, so good. Cette exponentialité, on va la retrouver dans la capacité de la bande passante, dans les volumes de stockage, dans l'accélération des produits. Si vous regardez le prix de l'iPhone à son lancement, la taille, et aujourd'hui le prix d'une Apple Watch et la taille, c'est 3 fois moins ou 4 fois moins cher. C'est beaucoup plus petit et il y a presque plus de technologie et une technologie plus pointue dans l'Apple Watch que dans l'iPhone. Je dis presque. Cette exponentialité, on la retrouve également dans notre vaisseau Terre. Si on regarde ici les graphes derrière moi, il s'agit d'un graphe fait par 3 scientifiques au début des années 2000, et on voit d'un côté les activités socio-économiques, et donc on voit effectivement que la population urbaine, que la quantité de consommation d'électricité, d'énergie, d'émissions de gaz, d'émissions de nitrogène augmente de façon exponentielle, et de l'autre côté, on voit la réponse de notre vaisseau Terre. Et notre vaisseau Terre, qu'est-ce qu'il fait ? Il répond de façon exponentielle. Je crois que c'est au mois de juin, McKinsey, qui n'est pourtant pas une ONG, a sorti un rapport qui s'appelle « Anticiper la crise » et qui montre et qui conclut qu'on a sous-estimé le risque du changement climatique et que même dans une logique purement de profit, aujourd'hui, il faut gérer le changement climatique, inclure le changement climatique. Or, tous ces événements sont extrêmement chaotiques. Et donc, comment est-ce qu'on gère l'incertitude et le chaos ? Si on fait un autre pas en arrière, on peut se rendre compte qu'en fait, toute l'histoire de l'humanité est exponentielle. Et donc, Alvin Toffler, qui est un autre auteur américain, qui est un peu le père des futurologues, enfin un des, a parlé de ce qu'on appelle la troisième vague. Et donc, pour lui, l'humanité a avancé en 3 vagues. La première vague, qui est la vague biologique,
qui est la vague du chasseur-cueilleur. Ça marche très bien. Regardez, en 3,8 d'années, ce que la nature a fait, c'est très, très, très élaboré, mais c'est lent. Ensuite arrive la révolution cognitive, l'homme devient capable d'abstraction, d'idées abstraites, de transmission, d'invention. Et donc, le paradigme dominant devient la culture. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite, ça permet de transmettre, ça permet de créer des choses, d'interagir. C'est toute la thèse de Yuval Noah Harari, l'auteur de Homo sapiens, un classique que je vous invite à lire si ce n'est pas déjà fait, et qui montre à quel point ça accélère et ça permet à l'humanité de se développer. Et enfin, à la révolution industrielle, on arrive à créer l'esclave énergétique qui va accélérer encore grandement et le vecteur de changement devient la technologie. Ce n'est pas qu'il n'y a jamais eu de technologie ou de culture avant, mais il y a eu un moment où c'est la biologie qui dominait l'évolution, ensuite c'est la culture, ensuite c'est la technologie. Si on regarde d'ailleurs de façon très intuitive, on parle du 3e millénaire avant Jésus-Christ, du 2e millénaire avant Jésus-Christ, du 14e siècle, du 17e siècle, des années 20, des années 30, des années 80. Alors, si on regarde, comme je vous l'ai dit, en 12 000 ans, il y a eu une série d'inventions, je ne les ai pas toutes mises, mais enfin voilà, il y a eu l'agriculture, l'écriture, l'argent, puis l'imprimerie, puis l'énergie vapeur et l'électricité. Tout ça a mis 12 000 ans à se développer, avec une accélération un peu au début de l'ère industrielle, mais c'était assez lent, et comme je vous l'ai dit au début de la conférence, le changement se recevait doucement. Si on regarde d'ailleurs, à l'époque, on percevait peu ou pas le changement, alors qu'aujourd'hui, le challenge presque, c'est d'essayer d'avoir une vie similaire à celle de ses parents. Alors qu'avant, c'était à peu près impossible d'avoir une vie différente. Ensuite arrive la révolution digitale dans les années 80, enfin 70-80, et là, on a, sur l'espace d'une quarantaine d'années, on a 2 révolutions qui arrivent à peu près en parallèle, en tout cas avec très peu d'écart, qui sont l'ordinateur et Internet. Et on voit à quel point déjà ça a créé un impact et une vague de remous qui sont absolument sans précédent. Devant nous, sur cette fondation-là, sur les fondations de la 3e révolution, la révolution digitale, se trouvent les révolutions que j'ai citées tantôt, plus les révolutions de l'énergie. Cette exponentialité qu'on voit donc dans la vie, dans les produits, dans le système Terre, dans l'évolution de la société, on la retrouve aussi notamment dans les informations générées. L'information générée, au début du siècle, il fallait plus ou moins 100 ans pour doubler ce volume d'informations. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'époque des mass médias, on est plus ou moins à 25 ans pour doubler la quantité de données, pas d'informations, mais de données. À partir de la révolution digitale, on estime que cette quantité de données, elle double tous les ans. Et aujourd'hui, on estime que la quantité de données générées double toutes les 12 heures. Alors, évidemment, ces données ne sont pas toutes pertinentes, il y a beaucoup de bruit, les objets génèrent énormément de données, les gens, et ça va continuer comme ça. En tout cas, dans la logique du système actuel, la quantité d'informations générées, de données générées, ne va faire qu'augmenter. Évidemment, dans un monde qui double la quantité d'informations toutes les 12 heures, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Je veux dire, ça bouge beaucoup trop vite et ça se complexifie sur beaucoup trop de dimensions que pour être capable d'avoir une vision réaliste, d'anticiper et de contrôle. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'accélération de l'ensemble du vaisseau Terre, de notre humanité, de la civilisation. Le deuxième point, c'est que malgré tout ça, malgré les efforts et les technologies et les innovations et le fait qu'on vit dans un monde qui est le monde de la science-fiction d'hier, au fond, on est toujours un primate, on est toujours Homo sapiens, avec des besoins d'Homo sapiens, avec des réflexes d'Homo sapiens. Et donc, la pyramide de Maslow, qui est un concept qui est assez critique, qui a ses limites, mais nous explique qu'effectivement, on a une série de besoins, d'abord la physiologie, ensuite la sécurité, ensuite l'estime, enfin l'appartenance à un groupe, l'estime de soi-même et enfin le sens. Et en fait, si on regarde bien, on peut se rendre compte que l'humanité a suivi exactement la même progression. Alors, je vais commencer à la révolution industrielle, mais si on regarde la première révolution industrielle, on passe de quelque chose de tout à fait l'énergie à l'huile de coude, avec un peu d'éolien, un peu d'énergie à eau, mais très très peu. Et du coup, à l'époque, fabriquer un objet, c'était presque suffisant. Avoir un objet qui fait le job et qui est à un prix abordable parce qu'il a été industrialisé, forcément, c'était déjà suffisant. Et donc, à cette époque-là, on était centré produit, on était focalisé sur les besoins physiologiques, fonctionnels de l'objet.
Ensuite, deuxième révolution industrielle arrive, c'est l'électricité, c'est les chaînes de fabrication, il y a énormément de produits qui arrivent. Il faut imaginer quand même à l'époque que les chaînes de fabrication, le travail à la chaîne, ce que vous souhaiteriez pour personne aujourd'hui, même peut-être pas votre pire ennemi, à l'époque était considéré comme une énorme avancée sociale qui permettait d'arrêter les longues journées, d'employer des gens sans qualification, d'éviter le port de charges lourdes. Donc, ils présentaient ça comme une avancée sociale à l'époque. À l'époque, il commence à y avoir une multiplication de produits. Et donc, ça commence à être compliqué de savoir si on achète correct quelque chose de qualité ou si on va acheter quelque chose de décevant. À ce moment-là, le besoin de sécurité émerge, au niveau supérieur de la pyramide, et on voit que c'est l'apparition de la marque, c'est la grande époque des Mad Men, et la marque, quelque part, devient un critère de sécurité. J'achète Schnoggeli parce que je sais qu'ils font des bons outils. Après, la marque évolue, et dans cette même révolution industrielle, il va commencer à y avoir le besoin d'appartenance sociale qui va se manifester. Harley-Davidson, les communautés de gens très attachés à une marque sont vraiment typiques de cette ère-là. Arrive ensuite l'ère digitale, et dans celle-là, je vais un peu plus creuser. Il se passe quelque chose d'assez unique, une première à l'ère de l'ère digitale, c'est que l'information va tout d'un coup devenir multiple, infini à terme de disposition. Les gens vont avoir disposé de l'information à l'infini et de façon gratuite. Et donc, tout d'un coup, le monde va être saturé d'informations. Alors, c'est un principe économique de base. Si on donne une ressource en quantité disproportionnée, il va automatiquement y avoir une crise de ce qui est consommé par cette ressource. Or, que consomme l'information? C'est l'attention. Et donc, l'ère digitale devient l'économie de l'attention. Et donc, il y a cette phrase que j'adore qui est « quand l'information devient gratuite, l'attention coûte cher ». C'est la phrase d'Étienne Moujotte, le CEO de TF1 à l'époque, qui avait dit « je vends du temps de cerveau disponible » et qui s'était fait lyncher à l'époque pour ça. Et aujourd'hui, on passe nos journées à donner cette attention à des agents publicitaires via des plateformes comme Facebook, comme Google, comme YouTube, comme tous les médias sociaux. Vous connaissez l'adage, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et donc, voilà. Mais en fait, pourquoi ces sociétés ont développé ce modèle? C'est parce qu'en fin de compte, pour la première fois, la rareté n'est plus le produit fabriqué par l'entreprise, n'est plus la marque de l'entreprise, mais c'est l'attention des gens. Donc tout d'un coup, la rareté, la valeur précieuse, c'est l'attention des gens. Et c'est pour ça que ça fait 20 ans que dans les entreprises, on dit qu'il faut être centré utilisateur, centré utilisateur. Ça n'est pas juste parce que c'est une nouvelle mode, c'est simplement parce que si on veut aller chercher la valeur qui est l'attention de l'utilisateur, eh bien, il faut aller la chercher chez lui, et c'est plus la marque qui dispose de cette valeur. Et donc, on arrive dans cette fameuse ère de l'utilisateur. Comment on garde un utilisateur? Eh bien, on lui fournit une expérience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'expérience partout. Et la première base de l'expérience, qu'est-ce que c'est? C'est supprimer tous les points de friction. Donc ça, c'est la base de l'économie de l'expérience. C'est fournir quelque chose sans faille, lisse et nickel. Aujourd'hui, l'expérience est devenue une commodité. Ça veut dire qu'une commodité, c'est quelque chose à la limite, on va remarquer une commodité quand il n'y en a plus. L'électricité, par exemple, est une commodité. Vous n'y pensez jamais, sauf quand il n'y en a plus. Et donc, une fois que tout le monde a standardisé l'expérience et que tout le monde a diminué les frictions d'une entreprise, comment est-ce qu'on vient chercher l'utilisateur? Eh bien, on va essayer de l'engager émotionnellement, on va essayer de construire une relation. Alors, les gens, un exemple de différents services et comment tout d'un coup on passe de la commodité à l'expérience, c'est ici derrière moi, vous avez l'exemple que j'ai pris, c'est le café. Alors si on regarde dans le café, une commodité c'est quoi? Ça va être le café en vrac par exemple. Le café en vrac, vous le mettez, voilà, vous allez vendre votre café, vous allez le vendre à quelques dizaines de cents d'euros la tasse. Ensuite vous dites non, moi je vais faire mieux. Je vais prendre ce café, je vais le moudre, je vais le taper dans un petit sachet avec un chat noir dessus, je vais le mettre dans les rayons du magasin et comme ça je vais pouvoir le vendre à 1 euro la tasse, 30, 40, 50 cents d'euros, 2 fois plus cher que le. Puis il y en a un autre qui dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est acheter un endroit, mettre une petite musique sympa, avec une vue sympa, et les gens vont venir, ils vont s'asseoir, ils vont passer un bon moment et on va leur apporter la tasse de café à table. Et là, on va pouvoir leur vendre 2,50 € la tasse. Et il y en a un autre qui dit non, on ne va pas faire ça.
On va faire un endroit un peu différent à chaque endroit. Les gens vont arriver, ils vont commander des produits un peu avec des noms exotiques, avec de la vanille, du soja, du caramel. Et alors on va écrire leur nom dessus, et puis ça va être sympa. Et en fait, ça va être génial, et on va pouvoir vendre le café à 5 ou 6 euros la tasse. Et puis, à Venise, sur la place Saint-Marc, le café coûte 17 euros, le ristretto. Qui est assez fou que pour payer un café à 17 euros? Personne. À ce moment-là, ce n'est plus un café qu'on achète, c'est un moment de transformation, un moment unique, un souvenir, où on va demander la main de la personne qu'on aime, et c'est ça qu'on achète. Alors, un exemple parfait de la société qui a pris cette progression et qui est passée par toutes ces étapes avec un niveau d'excellence assez prodigieux, c'est Nike, qui, il y a un peu plus de 20 ans, se faisait prendre la main dans le sac avec des fournisseurs qui employaient des enfants pour fabriquer des ballons, et qui progressivement s'est réinventé. Et donc, il y a quelques dizaines d'années, ces gens-là vendaient des chaussures de sport. Et puis, ça s'est commoditisé, donc ils se sont dit, tiens, on va fournir une gamme d'équipements sportifs. Puis, ils ont fourni des services pour vous faire du sport. Puis, ils vous ont fourni une expérience. Et aujourd'hui, maintenant le produit a déjà à peu près 2 ans. Je vais vous montrer une vidéo qui montre la dernière génération de produits de Nike et on en discute après. Alors malheureusement, je vais aussi devoir couper. Je vais aussi devoir couper parce que pour Twitch, ça ne va pas. Et donc, cette société qui fabrique à peu près tout ce qu'elle veut faire, qui fait des softwares, qui a un écosystème absolument dingue, sa dernière génération de services, c'est quoi? C'est d'un côté des machines qui brassent des quantités de data pour générer de l'information importante au service de ses clients, et de l'autre côté, c'est des coachs sportifs dans des chats. Je veux dire, à l'époque des chatbots, de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, on pourrait être surpris de ça. Et en fait, c'est très intelligent parce qu'ils sont tellement conscients que la qualité d'une société aujourd'hui est basée sur la relation et dans le fait d'aider les gens à transformer leur vie, d'atteindre des objectifs et donc d'être tout en haut de cette pyramide de Maslow dans la création de sens, qu'ils ne proposent pas autre chose que qu'est-ce que les machines peuvent faire de mieux, brasser des gros volumes d'informations, mettre de la pertinence, enrichir et créer quelque chose qui a de la valeur pour les gens. Et de l'autre côté, on va laisser faire les gens ce qu'ils font très bien, parler aux gens, discuter, créer une relation. Et je pense que ça, alors je n'ai pas d'action chez Nike, parce que là, derrière moi, c'est de nouveau une pub Nike, mais ça montre à quel point le niveau de maturité de cette entreprise. Alors, la pub qu'il y a dans mon dos, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment-là, c'est Kaspersky, c'est un joueur de football américain noir qui, lors d'un match, a mis le genou en terre pendant l'hymne national parce que c'était alors c'est pas Black Lives Matter, c'était la crise d'avant. Il y avait eu de nouveau, pour la énième fois, un noir qui s'était fait tuer sans qu'il se passe rien du tout. Et donc lui, il avait dit, si l'Amérique, c'est un pays où les Noirs se font tuer sans qu'il se passe rien, je ne suis pas de cette Amérique-là. Il avait mis un genou en terre.
Et cette histoire a fait un scandale intégral. Donc ça a divisé les Américains pendant une période. Il y a des vidéos sur les réseaux sociaux de gens qui rentraient dans les magasins Puma acheter ou d'autres marques acheter du matériel après avoir brûlé leurs produits Nike. Donc c'était vraiment quelque chose de très très clivant dans la société américaine. Et Nike sort cette pub qui est croire en quelque chose, même si ça signifie tout perdre. Donc en faisant ça, ils prennent une position. Et c'est pas trivial, c'est une position qui a amené pas mal de gens, je vous dis, à les boycotter. Donc ils prennent un risque, et ce qu'ils font est assez inhabituel par rapport au passé des marques, c'est qu'ils s'engagent quelque part, ils prennent une position politique. Et c'est très très étonnant, parce que le mantra d'avant, c'était « on ne peut pas mélanger business et politique ». Jamais. Aujourd'hui, on voit que comme on arrive progressivement dans le haut de la pyramide, eh bien, c'est un peu comme dans la vie, si on regarde dans la vraie vie et que vous êtes en train de lutter pour votre survie, si vous regardez une série comme The Walking Dead par exemple, on s'associe avec n'importe qui, même des gens qu'on trouve détestables, parce qu'il faut bien survivre. Et puis si c'est un moment pour aller à une recherche de sens, pour créer quelque chose qui rentre dans la réalisation de votre but, de votre mission de vie, mais là, il va falloir, tout d'un coup, vous avez envie de partager votre quotidien, et ce qui compte est la transformation de votre vie avec des gens qui ont les mêmes valeurs. Et donc, aujourd'hui, les gens, de plus en plus, et certainement les jeunes générations, demandent aux marques de prendre une position. Et ça, c'est tout à fait nouveau, et c'est ce que je vais appeler l'économie du sens. Et donc, si on revoit ça en arrière, on se rend compte qu'effectivement, les différentes révolutions industrielles nous font gravir ces échelons. Et je pense que c'est très important de profiter, parce que je pense qu'on oublie en fait à quel point c'est une chance, et de profiter d'être dans un moment où on est en recherche de sens pour profiter du luxe de cette société confortable et où on dispose de beaucoup de moyens pour les mettre à disposition et pour les tourner dans le bon sens. J'y reviendrai plus tard. Et donc tout ça nous mène vers un monde nouveau. Alors, ce monde, en fait, est-ce qu'il est meilleur, est-ce qu'il est pire ? Il y a évidemment matière à débat, mais si on se concentre sur les chiffres, et même les chiffres, on peut les débattre, mais c'est ceux qui sont actuellement en tout cas admis comme étant acceptés, communs et pas discutés. Et donc on voit qu'en 100 ans, le monde a factuellement fait d'énormes progrès. Je ne dis pas qu'il est parfait, je ne dis pas qu'il est même supportable, mais il va beaucoup mieux qu'avant. La durée de vie a explosé. Le taux d'alphabétisation est toujours trop bas, mais il a explosé aussi. Il est passé de 32 à 85%. Le nombre de démocraties a également été multiplié par 7 ou 8. Alors, on peut revenir sur le concept de démocratie. Est-ce qu'on est toujours en démocratie ? Est-ce que ce n'est pas une post-démocratie ? Est-ce que ce n'est pas une oligarchie qui n'est pas son nom ? Mais néanmoins, les infrastructures démocratiques sont là, dans beaucoup plus de pays qu'il y a 100 ans. Et même si la pauvreté, malheureusement, est en train de réaugmenter, et la faim dans le monde aussi, on a eu en 100 ans une baisse drastique de la faim et de la pauvreté. Une autre fameuse exponentielle, c'est le PIB. Alors, le PIB, on a l'impression que c'est tout plat, mais si on fait un zoom sur l'approche du PIB, on voit que, en fait, les lignes, à chaque fois qu'on passe un ordre de grandeur, n'arrêtent pas de s'aplatir. Et donc, on voit, effectivement, le monde n'a jamais créé autant de richesses qu'aujourd'hui. Jamais. Alors, malheureusement, depuis plus ou moins le milieu des années 70, alors que les inégalités avaient tendance à se résorber, les inégalités réaugmentent et ces dernières années, ça s'est fortement accéléré. L'année passée, 82% de la richesse créée est arrivée dans le pourcent le plus riche. L'autre problème, c'est que malgré tous ces progrès technologiques, malgré toutes ces innovations, malgré toute cette science du travail et de la productivité, on a fait des bons de productivité absolument dingues, mais en fait, si on regarde, les progrès sont responsables de 12,5% de la progression de l'activité économique. Les 87,5% restants, c'est ce qu'on appelle de l'atome à atome. Ça veut dire que c'est de la nature qu'on transforme en produit. Et évidemment, c'est un problème. D'ailleurs, on dit « seul un fou ou un économiste peut croire dans une croissance infinie, dans un monde fini ». Alors, ça donne quoi ? Ça résulte quoi ? Ça donne l'anthropocène. Donc effectivement, le poids de l'activité humaine à 7,5 milliards, l'activité humaine commence à peser, que ce soit sur le carbone, mais aussi la pollution, le pillage des ressources, le renouvellement des écosystèmes, enfin voilà, on en parle de partout. Et
je peux vous le fournir post-conférence, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que c'est un peu petit. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un tableau qui montre les 9 dimensions qu'on utilise aujourd'hui pour évaluer l'état de notre écosystème. Alors globalement, je ne vais pas vous le cacher, c'est un peu la merde. Soit on n'a pas les chiffres, soit on a les chiffres, et en gros, soit on n'est pas sûr, mais on pense que c'est pas bien, soit quand vous voyez les mesures rouges, on n'est pas sûr, mais en fait, on sait que c'est tellement hors des zones où on pense qu'on n'est pas sûr, qu'on est sûr que c'est pas bien. Donc, voilà quoi. Alors, c'est là qu'on arrive sur le fameux collapse, l'effondrement. Est-ce qu'on est à la veille, à l'aube de l'écroulement de notre société? Certains le croient. Leurs arguments sont solides, leurs chiffres sont solides. Mais comme je vous l'ai dit en début de conférence, quand vous parlez à l'autre camp, les techno-optimistes, les techno-utopistes, leurs arguments et leurs chiffres sont très crédibles aussi. Simplement, on a des forces opposées qui s'affrontent et il est très très difficile de savoir exactement où est-ce qu'on va poser cet avion. Alors, c'est ce que j'appelle une vue polarisée, et il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle Le magicien et le prophète, qui dit exactement ça. Le magicien, c'est quelqu'un qui va justement anticiper le futur, qui dit en fait, on ne va jamais toucher, vous savez, c'est la chute de 50 étages, sauf que en fait, le progrès n'arrête pas de faire descendre ces étages, et donc on tombe sans cesse en avant dans cette espèce d'humanité qui progresse. De l'autre côté, le prophète nous dit non, c'est les forces de la nature qui vont nous rattraper. Alors, qui a raison, qui a tort, et surtout, ce qu'on constate quand on fait un peu l'analyse de toutes ces personnes qui prédisent des choses, c'est qu'en fait, il y a un énorme point aveugle des futurs au milieu. C'est toujours des trucs très cristallisés. Et donc, ici, sur ma droite, on voit les techno-utopistes. Hein, soyons clairs, ils sont quasi tous américains de Californie et dans l'entrepreneuriat technologique, quasi tous. Et de l'autre côté, on a un peu de tous les genres, mais ils sont énormément français et belges. Je ne sais pas s'il y a causalité, mais il y a corrélation. Alors, on va, avant de faire une petite pause pour se reposer les méninges et d'attaquer la conclusion, je donne cette phrase de Peter Thiel, qui est « On voulait des voitures volantes, et tout ce qu'on a eu, c'est 140 caractères ». Alors moi, j'aime beaucoup cette phrase, parce que justement, je pense qu'on a l'opportunité de quelque chose d'unique. C'est qu'en 20 ans, 30 ans, on a vécu tout le cycle d'une révolution industrielle. Et donc, on peut voir, c'est quoi les promesses, quelles sont les promesses qui étaient faites au début de cette révolution industrielle, comment ça s'est passé et où est-ce qu'on est arrivé. Clairement, il y a pas mal de choses qu'on n'avait pas vu venir. Clairement, le pouvoir des algorithmes, on ne les avait pas vu venir. La force de l'exponentialité, il y a pas mal de choses. Est-ce qu'on voulait vraiment le monde qu'on a aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Je ne suis même pas sûr que ceux qui ont réussi dans ce monde, c'est la vision qu'ils avaient. Donc, je vous propose de faire un petit break, de se rafraîchir, et après, on va essayer de conclure sur, OK, d'accord, ça c'est le paysage, c'est la photo, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Je vous souhaite un bon break, on se revoit dans 10 minutes. Oups. Alors, donc, voilà, on s'est un peu penché sur le récent passé, ou en tout cas les leviers et les choses qui poussent ce monde dans notre direction. Mais, voilà, c'est très bien, mais quoi? Comment est-ce qu'on se prépare à l'imprévisible? On voit pourquoi ce monde devient imprévisible, certes, mais comment on fait? Alors d'abord, petit résumé de ce qu'on peut, de la conclusion qu'on peut en tirer. La première chose, c'est que notre monde est complexe. C'est ce que certains appellent un monde VUCA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu. Un monde dans lequel le nombre de paramètres est tellement multiple qu'on n'est plus sûr de ce qui est en train d'arriver. On tire un fil là et tout d'un coup il se passe quelque chose, c'est l'effet papillon, c'est les effets dominos. Je pense que la crise du Covid nous a complètement montré à quel point il y a des effets de bord imprévus. Il y a par exemple cet exemple de mon ami Pascal qui expliquait que à cause du confinement, les gens mangeaient moins, donc il y avait moins, enfin roulaient moins, pardon, donc il y avait moins de biocarburants, de pétrole consommé, et donc les déchets de plantes qui servent notamment de biocarburants
étaient entièrement achetés. Donc ça a créé, si vous voulez, une crise sur le prix du soja. Et donc le confinement a eu pour effet que les agriculteurs qui travaillent avec le soja se sont retrouvés avec des prix qui explosent. Mais il y a aussi des gens qui se sont retrouvés en cassure d'être capables de fournir leurs services simplement parce que la ligne de distribution, la supply chain, était simplement cassée, les frontières ne fonctionnaient plus. Il y a plein de choses qui sont apparues qui n'étaient pas forcément prévues. Donc, notre monde est complexe. De deux, il est hétéronome. On voit que notre monde a été conçu pour être excessivement rapide, excessivement performant, mais le compromis qui a été fait pour arriver à ce point-là, c'est un compromis sur la résilience. Et donc ce qu'on a vu également aussi dans cette crise du Covid, qui est l'illustration parfaite de l'imprévisible, eh bien, c'est qu'il y a effectivement une situation où on va en entraîner toute une série d'autres. Et ça, c'est très très compliqué et c'est très dangereux par rapport à la résistance aux chocs et aux imprévus. Or, s'il n'y a qu'une chose qu'on sait sur le futur, c'est qu'il est plein d'imprévus et plein de chocs, lesquels c'est compliqué à prévoir, quand et de quelle proportion et où, c'est compliqué à prévoir, mais on sait que les chocs, il va y en avoir. Ensuite, c'est un monde très clivant. C'est un monde très divisé. La réalité des uns est fondamentalement différente de la réalité des autres. Et de plus en plus aujourd'hui, et pour plein de raisons, les positions sont tout et rien, des situations et des opinions très 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 contrastées, très 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 divisées. Enfin, ce qu'Adam Smith appelait la main invisible de l'économie, eh bien moi je suis convaincu que la conspiration mondiale est faite par les mêmes mains visibles. Il n'y a pas de conspirateurs malins. Il est possible qu'il y ait des nano-conspirations de ci, de là. Dans l'histoire, il y en a déjà eu. Mais il n'y a pas de grande conspiration. L'idée, c'est la main invisible de l'économie, la main invisible du profit à tout prix, la main invisible de l'égoïsme et de l'individualisme qui a été vendu dans le récit de la société et dans les mythes, dans les héros. Si on regarde les héros aujourd'hui de la société, c'est des entrepreneurs, c'est des milliardaires, c'est des personnes à succès, il y a cette notion espèce de guerrier vainqueur, bref. Et donc, ces forces invisibles qui tout d'un coup orientent et poussent le monde dans une certaine direction. Et enfin, il ne faut pas oublier non plus qu'on a un vieil héritage, c'est notre cerveau qui n'a plus bougé depuis 44 000 ans et qui n'a pas été conçu pour ce monde. Il a été conçu pour faire de nous des très bons chasseurs-cueilleurs. On est loin du compte. Et donc, c'est pas que c'est mal, hein, il fonctionne plutôt pas mal ce cerveau, mais il faut quand même constater, réaliser, prendre conscience que ce cerveau peut nous piéger. Et aujourd'hui, potentiellement, il peut nous piéger dans notre faculté à collaborer. Il peut nous piéger dans cette faculté de piloter, de gouverner ensemble le monde. Or, si je devais utiliser une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, aujourd'hui, notre civilisation est une voiture qui va de plus en plus vite, sur une route de plus en plus dégradée. Les instruments de bord commencent à s'affoler. Et nous, qu'est-ce qu'on décide de faire? Il suffit de voir ce qui s'est passé pendant le Covid sur Facebook. On s'engueule dans l'habitacle. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne attitude pour prendre ce véhicule et arriver à lui faire quelque chose. Alors, je ne vais pas plonger dedans, mais il faut savoir que des biais cognitifs, des façons dont notre cerveau va nous tromper, il y en a une pelletée. Rien que ce modèle que vous voyez derrière moi, qui est absolument illisible, c'est ce qu'on appelle le codex des biais cognitifs. Il y en a 185 derrière. Par exemple, le fameux biais où on a plutôt tendance à, trouver qu'une personne a raison si elle est d'accord avec nous. C'est bête, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, la phrase que je sors très 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 souvent et de plus en plus, c'est qu'il est impossible de faire comprendre quelque chose, ou difficile, ou impossible, ou quasi impossible, de faire comprendre quelque chose à quelqu'un quand son salaire dépend du fait qu'il ne le comprenne pas. Et honnêtement, c'est un mantra, ce truc. Le nombre de fois où je me dis, OK, en fait, son salaire dépend du fait qu'il ne le comprenne pas. Et voilà, c'est le conflit d'intérêts, c'est ces jeux-là. Et ça, notre monde en est rempli, puisqu'évidemment, la force, aujourd'hui, c'est le profit.
Aujourd'hui, quand on conçoit des choses, c'est pour maximiser le profit et pas autre chose. Et donc, forcément, si on se focalise et qu'on surdesign, parce que nous, humains, nous sommes très bons pour la conception, on est plein de ressources et de talents, mais si on se focalise sur cet effet-là, on ne se focalise pas sur les résultats des autres. Et donc, les autres sont laissés à leur propagation organique, au hasard des choses. Enfin, on ne peut résoudre un problème avec le même niveau de conscience avec lequel on l'a créé. Et donc, clairement, il y a un moment où on va devoir s'émanciper, se dégager, ou en tout cas prendre conscience de comment notre cerveau, notre fidèle ami, est aussi capable de nous piéger. Et je pense très sincèrement qu'à un moment, il en va de notre survie. Si on voit comment aujourd'hui les positions sont en train de se cristalliser, si on regarde ce qui est en train de se passer aux États-Unis où on est potentiellement à quelques semaines, quelques mois de friction qui sont assez potentiellement gravissimes. Si on regarde ce qui se passe en Europe, si on regarde ce qui se passe même pendant ces 6 mois, si on regarde le nombre d'amis, de cousins, de frères, de parents qui se sont divisés sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, sur lesquels ils n'ont pas de compétences pour avoir une opinion, mais qu'ils en ont quand même une, on peut voilà, se rendre compte qu'il est important d'arriver à comprendre notre fonctionnement et en tout cas limiter les dégâts de nos biais cognitifs. Donc, on est clairement aujourd'hui dans un besoin fondamental de transformation. C'est vraiment essentiel qu'on le fasse. Alors, on a retrouvé l'espace. Se transformer, oui, mais pourquoi? Comment? Alors moi, la méthode que j'utilise, c'est une méthode qu'on pratique en futurologie, c'est la méthode des scénarios. Alors comment on fait? C'est quoi un scénario? C'est une histoire fictive qui sera forcément fausse, mais on en fait plusieurs. Donc la première qu'on va faire, c'est on prend le monde d'aujourd'hui et on se dit, tiens, mais si tout continue comme aujourd'hui, où est-ce qu'on va? Alors aujourd'hui, c'est très simple, si ça continue comme on va, on est tout à fait convaincu qu'on n'ira pas là où on veut aller. Donc on doit changer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On imagine plusieurs scénarios, on imagine quels sont les vecteurs qui vont orienter le monde dans une direction ou une autre. On va essayer de comprendre ça, et une fois qu'on a trouvé le futur préférable, celui où on veut aller, on fait ce qu'on appelle du backcasting. Donc, on revient en arrière et on identifie les éléments clés et les raisons clés qui font que ce futur arrive. Et enfin, on utilise des indicateurs pour voir si on va dans cette direction ou pas, et on peut adapter ce futur. Un autre point très positif, c'est qu'il y a déjà maintenant 3 ans, l'ONU a sorti ce qu'on appelle les objectifs durables, 17, Sustainable Development Goals en anglais. Et c'est certes pas parfait, c'est certes, il y a des paradoxes dedans, mais c'est un superbe outil, un lingua franca, quelque part un langage universel de qu'est-ce qu'on doit faire pour entamer ce changement. C'est super détaillé, il y a plein d'objectifs, il y a des actions derrière, il y a plein d'exemples. Je vous dis, c'est pas parfait, mais c'est une très bonne base. Ça permet au moins déjà de visualiser quelque chose. Et donc, de plus en plus de gens s'en servent, de plus en plus de grandes entreprises s'en servent. Moi, j'ai un live hebdomadaire où, il y a quelques mois, je recevais un responsable d'un grand cabinet d'avocats international qui disait à quel point la COP21 et les objectifs de développement durable, qui pourtant sont très peu effectifs dans les gouvernements, avaient vraiment eu de l'impact dans les grosses boîtes. Et à quel point ça avait déclenché un mouvement avec en plus le départ en pension de plein de vieux actionnaires, de plein de vieux CIO, remplacés par des CIO plutôt de ma génération, à peu près, avec déjà d'autres visions, d'autres valeurs. Alors, la première famille de choses qu'on peut faire, c'est d'abord avec quelle attitude on va vivre ce changement. On sent bien que c'est vrai, avec quel point on va vivre cette friction, quelque part, et comment on peut faire pour s'ajuster. Alors je pense que la première chose à faire, c'est de se laisser aller. Parce que de toute façon, on y va. Il n'y a rien à faire. C'est beaucoup trop fort. Donc la première chose, même s'il y a des montagnes russes émotionnelles, même si on peut avoir de l'angoisse, laissons-nous faire. De toute façon, ça ne changera rien. La deuxième chose, de nouveau Alvin Toffler, cet auteur américain que j'aime beaucoup, qui disait « L'illettré du futur ne sera pas celui qui ne sait ni lire ni écrire. Ce sera celui qui ne sait pas apprendre, désapprendre et réapprendre. » Dans un monde qui va plus changer en 20 ans que lors des 300 dernières, il est clair qu'on va se tromper. Il est clair que les vérités d'aujourd'hui sont les erreurs et les mensonges de demain. Donc on va devoir faire preuve de cette flexibilité cognitive
de se dire, OK, ce truc-là n'est plus noir, c'est bleu, et demain il sera peut-être vert, et c'est comme ça. Alors ça, c'est une évidence qu'on sert dans toutes les entreprises, il faut être agile, il faut être capable de bouger, de changer de cap rapidement, mais aussi rapide, véloce. Parce qu'effectivement, on ne peut pas perdre 5 ans à discuter de qu'est-ce qu'on va faire. On doit démarrer maintenant, pour ceux qui n'auraient pas commencé à déjà bouger. Enfin, le cerveau, le cœur et les intestins sont 3 des organes qui ont des neurones. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est beaucoup trop mental, beaucoup trop cérébral. Je pense qu'il faut apprendre à faire la balance entre tous nos neurones et savoir quand les décisions viennent du cœur et quand les décisions viennent du ventre. La créativité et la curiosité sont évidemment des choses fondamentales. On va devoir être créatif, on va devoir avoir la curiosité pour les choses, pour les nouveautés, pour le changement, pour les gens. Et clairement, se poser les bonnes questions. Voltaire disait « Ne jugez pas un homme par les réponses, mais par les questions qu'il se pose ». Se poser les bonnes questions, c'est un peu comme Ray Kurzweil au début qui disait « Le succès n'est pas mesuré par la capacité à résoudre des problèmes, mais bien par la capacité à se poser les bonnes questions. » Ou en tout cas à savoir quels problèmes valent la peine d'être résolus. Alors, je pense que, et on en manque cruellement aujourd'hui, même s'il y a des actes et des choses phénoménales, mais la solidarité est fondamentale. Dans un monde de changement et de friction, quand on voit à quel point les chocs peuvent être soudains, chaotiques, imprédictibles et toucher n'importe quelle région du globe ou n'importe quelle partie de la population, il est fondamental d'être solidaire et clairement, il y a du travail à ce niveau-là. Alors, une des raisons, je pense, pour lesquelles on manque de solidarité, c'est parce que la solidarité est compliquée si on n'a pas d'empathie. Et clairement, le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde qui développe l'empathie. En tout cas, le récit, le narratif, le système, les réseaux sociaux qui sont très centrés sur l'ego et mettent l'individu au centre, toutes ces choses-là ne poussent pas vers plus d'empathie. Donc je pense qu'il faut un travail à ce niveau-là. Et pour avoir de l'empathie, en fait, il y a j'allais dire trigger, mais un potentiomètre en français qu'on peut essayer de moduler, c'est l'ego. Au plus il y a d'ego, au moins il y a de savoir, au moins il y a d'empathie. Et donc, travailler sur l'érosion de son ego et le fait d'être humble et de travailler l'humilité, c'est aussi se donner l'occasion d'apprendre, c'est aussi se donner l'occasion de recevoir des leçons qui sont partout, mais il faut parfois être simplement suffisamment humble pour être prêt à la recevoir. Alors une autre chose, dans un monde qui prône la vitesse, qui prône le temps réel, voire même le prédictif plus rapide que la réalité, je pense qu'il est fondamental, c'est toute la vague du mouvement slow, mais le slow thinking, le fait d'être soumis, vous savez, Naomi Klein, il y a quelques années, parlait de la théorie du choc, et qui parlait, donc la théorie du choc, en fait, c'est dans les années 60, pour soigner les malades mentaux, on les couchait sur un lit d'hôpital, on les sanglait, on leur balançait de la gégène, et après, à un moment qu'ils aient bien ramassé, ils devenaient un peu comme des nouveau-nés, ils régressaient, et en fait, on pouvait émettre de la suggestion, les manipuler très facilement. Et donc, à l'époque, dans les années 60, la CIA s'est dit « Mais ça, c'est un truc qui est super intéressant. Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ça sur des groupes de citoyens ?» Et donc, ils sont arrivés avec la théorie du choc et se sont rendus compte qu'effectivement, quand il y a un traumatisme, qui n'a même pas besoin d'être un complot, mais avec un bon agenda, dès qu'il y a un traumatisme sur une civilisation, on peut lui faire passer des choses. Si vous regardez en 2001, quand il y a eu les avions qui se sont plantés dans les tours, 3 jours plus tard, il passait le Patriot Act, et en fait, c'était ce qu'on appelle en informatique un backdoor de sécurité. Donc, on pouvait, grâce à ça, tout à fait oublier la démocratie en disant « risque, suspicion de terrorisme ». Et tout d'un coup, il y avait la démocratie, mais ils avaient une espèce de hack, une espèce de bouton magique pour pouvoir contourner cette chose. Et donc, je pense qu'une des choses fondamentales, c'est de pouvoir faire un pas en arrière et de prendre le temps de réfléchir et de penser. Moi, ces dernières années, au niveau professionnel, je me suis complètement réinventé au niveau de mon rythme et je me donne la possibilité, quand vraiment les choses sont c'est de m'arrêter, d'aller promener ou de prendre le temps ou de poser ou de boire un café avec un ami pour simplement prendre le temps de laisser décanter ça. Je pense que prendre son temps, c'est super important, revenir à des choses. Et enfin, je pense qu'on n'y arrivera jamais si on ne redéfinit pas ce qu'est la valeur. Il est fondamental d'arrêter de parler d'argent et de parler de valeur. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas d'argent, c'est très bien l'argent. Et dans un monde, est-ce que je préfère plus d'argent que moins d'argent? Je préfère plus d'argent. Mais la valeur est fondamentale. Et ce que je dis souvent à mes élèves,
Aujourd'hui, il faut plutôt créer des business résilients, et il vaut mieux être millionnaire toujours que milliardaire un jour. Et on voit bien que les systèmes de shadow banking, on voit les systèmes d'optimisation fiscale de situations immobilières où on est à flux tendu avec des taux d'endettement qui sont bas et qui permettent de maximiser le profit. On verra un peu comment ça va se passer dans les mois et les années à venir, mais il y a de grandes chances que des remous comme celui-ci portent des coups fatals à ce genre de modèle. Alors, une fois qu'on a la bonne attitude, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va faire comme les Jedi. On va utiliser non pas la force, mais on va utiliser les forces. Alors, la première force qu'on peut utiliser, c'est la raison d'être. Je pense qu'une des choses les plus puissantes qu'on puisse avoir, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi on fait les choses, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, avoir une raison d'être, avoir un objectif, c'est vraiment fondamental. Ensuite, la deuxième, ça c'est une catégorie elle toute seule, c'est une force, catégorie toute seule. La deuxième catégorie de force, c'est la nature. Alors la nature, c'est très simple, on ne peut pas s'amuser à les manipuler, il faut juste faire avec et la respecter. Mais la nature, c'est magique. La nature, Gauthier Chapelle disait, c'est un des collapsologues que je vous ai montré, qui est plus optimiste que les autres, et qui lui prône beaucoup ce qu'on appelle le biomimétisme, l'inspiration de la nature. Et aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans le biomimétisme, et donc c'est des ingénieurs industriels avec des biologistes qui étudient le règne animal pour comprendre comment on peut progressivement améliorer les choses. Et donc, par exemple, il y a des éoliennes qui au lieu d'avoir des pales plates, ont des pales un peu comme les baleines à bosse, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les baleines à bosse étaient capables de vraiment fendre l'eau avec beaucoup de dextérité malgré une masse énorme, et que si on fait ça aux pales des éoliennes, on augmente le rendement des éoliennes simplement en altérant la forme. Ça, c'est un exemple de biomimétisme. Alors, la nature, la première chose spécifique de la nature, c'est que c'est un système, c'est holistique. Concevoir des solutions pour la transformation sans penser au système global, c'est une aberration, et ça peut générer plus de tort que de bien. Un exemple qu'un Français qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui est notamment dans un think tank qui s'appelle The Shift, qui est un think tank dédié à la transition énergétique, parle du fait qu'en France, ils veulent diminuer la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes pour diminuer les émissions de CO2. Ce qui est en fin de compte une très bonne idée. C'est vraiment une super bonne idée. Sauf que si on prend les choses de façon un peu plus globale, en fait, si on réduit la vitesse de 20 à l'heure sur les autoroutes, on va devoir remplacer tous les panneaux. Or, si ces panneaux en métal sont fabriqués en Chine, c'est-à-dire avec de l'électricité au carbone, en fait, le bilan de cette action, il est négatif. On va émettre plus de carbone que si les bagnoles continuent à rouler 20 ans à 130 au lieu de 110. Et donc, il est important, voire essentiel, de toujours penser les choses de façon systémique, de façon holistique. La deuxième chose fondamentale avec la nature, c'est que même si le système en lui-même est beaucoup plus fort, un arbre, il est autonome, il sait se gérer tout seul. Et donc, je ne dis pas qu'il faut vivre tous en autarcie, repliés derrière ses barricades, ce n'est pas l'idée. Mais c'est en tout cas être conscient de ses fragilités, de quoi on dépend, et comment on peut se créer plus d'autonomie. Je ne parle pas d'autosuffisance dans ce cas-ci, je parle d'autonomie. Et donc, effectivement, l'autre chose que la nature fait très bien, ce sont les synergies et les symbioses. Alors, on n'est qu'au début de tout ça, il y a beaucoup à dire et à faire, mais effectivement, les déchets de l'un pourraient être les ressources de l'autre, et ça, c'est quelque chose, on n'est encore nulle part, on a des grands progrès à faire, mais c'est très très important d'essayer de mieux, et de nouveau, pour ça, il faut collaborer, de nouveau, pour ça, il faut de la solidarité, il faut de l'empathie. Une autre chose que la nature nous apprend, c'est la diversité, et on est dans un monde qui n'est pas toujours très divers. Alors ça peut être la biodiversité, ça peut être l'ethnodiversité, ça peut être la technodiversité. Il y a des débats parfois épiques sur ce qu'il faut, l'électricité, l'hydrogène. Tant qu'on n'est pas fixé, je pense que c'est bien aussi d'essayer plusieurs choses pour pouvoir apprendre et se fédérer et faire circuler l'information. Et enfin, on ne maîtrise pas la nature, on ne collabore pas avec la nature, nous sommes la nature. Tant qu'on ne comprend pas qu'on est un des éléments de ce tout, je pense qu'on fera une erreur fondamentale de visée et de philosophie. Nous sommes la nature, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit intégrer et digérer. Alors, la troisième catégorie de force, c'est la technologie. Il y a énormément à en dire, donc je vais me concentrer sur vraiment l'essentiel. Et les premières choses qu'on doit se rendre compte avec les technologies digitales,
c'est qu'elles sont exponentielles. Et je dirais même exponentielles au cube, parce que beaucoup des forces exponentielles de ces progressions sont plus qu'une exponentielle de facteur 2, c'est parfois des facteurs 3 ou 4. Si on regarde le prix du génome et le temps, les ressources nécessaires pour avoir une analyse ADN aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, c'est inimaginable. Je veux dire, à la fin des années 90, le Genome Project a duré 2 ans, il a coûté 2,7 milliards pour scanner un ADN, et ce n'était pas un ADN de créoles métissés à crever, c'était des Islandais, et les Islandais, c'est un peuple, ils ont connu très très peu de métissage, donc c'est un ADN très très simple à analyser. Les choses sont exponentielles. Et donc, dans un monde qui est exponentiel et limite, il est essentiel de comprendre qu'on doit mettre les choses dans le bon sens avant que ça lève. Parce que sinon, on se retrouve avec un problème exponentiel. Deuxièmement, le digital, les technologies dont je parlais sont basées sur le digital, est structuré et conçu pour être horizontal et distribué. Et donc, quand on voit même, et ça a des effets dans la culture des entreprises, des institutions, c'est qu'on voit que de plus en plus, les sociétés qui fonctionnent ne sont plus des sociétés hyper hiérarchisées, verticales, où un chef prend toutes les décisions. On prend des gens compétents et ça devient comme quelque chose d'organique, où globalement, si vous regardez les sociétés modernes, chacun peut prendre des décisions tant qu'il n'est pas en charge qu'il ne pose pas de problème au travail de l'autre. Les allocraties, par exemple, des sociétés gérées sans réel leadership, où chacun prend ses décisions, et si ça gêne le travail de quelqu'un d'autre, il le stoppe. Le digital est vraiment fait pour ça, et donc je pense que concevoir plus d'interactions, plus de chaînes, c'est utile, et surtout, en fait, ça donne aussi une interrogation sur la mise en commun de l'information, la mise en commun de l'expérience, mais aussi la mise en commun de structures. Dire aujourd'hui, et certainement dans cette région où on est excessivement privilégié, on a tendance à, par confort et par capacité de le faire, à faire des choses qui sont rationnellement pas du tout logiques pour l'optimisation des ressources et l'optimisation des ressources, qu'elles soient financières ou autres. On va tous avoir 2 ou 3 voitures, on va avoir chacun une machine à laver. Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire de façon plus intelligente. Et dans un avenir où potentiellement le coût de l'énergie pourrait exploser et le coût des ressources pourrait exploser, ça va commencer à devenir potentiellement une nécessité. Alors clairement, anticiper ce genre de choses, c'est plus simple à gérer quand on a les moyens que quand on n'a plus les moyens. Mais par contre, la crise provoque des mouvements géniaux. Quand on voit la transformation digitale que certaines boîtes, 20 ans plus tard, n'avaient toujours pas faite, en 3 semaines, c'était fait et bouclé. Je veux dire, toutes les écoles du monde confiné ont fait leur transformation digitale en 15 jours, alors que ça faisait 15 ans qu'ils n'y arrivaient pas. Et enfin, c'est très important, ce sont les algorithmes. Et donc les algorithmes, ce sont ces acteurs invisibles qui vont pousser ces mains invisibles dans une direction. Facebook, il y a d'ailleurs un excellent documentaire sur Netflix, Derrière nos écrans de fumée, que je vous invite à voir, montre à quel point les algorithmes sont devenus des acteurs toxiques. Toxiques à plein de niveaux, et notamment pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent maximiser, c'est le profit, et uniquement le profit. Et pour maximiser ce profit, ils doivent avoir votre attention. D'abord, ils vont maximiser le temps que vous passez sur Facebook et l'attention que vous portez à ce que vous n'aviez pas décidé de penser, et deuxièmement, ils vont le monnayer. Et donc, pour qui travaillent les algorithmes ? Et ça, c'est fondamental, et aujourd'hui, il n'y a pas de transparence sur les algorithmes. Il faut exiger ça. Il faut se battre pour aller chercher ça. Parce que moi, par exemple, un truc comme Alexa, j'adore, j'en ai pas chez moi, pour une simple raison, c'est que j'ai pas envie d'avoir un domestique à la maison qui est payé par quelqu'un qui n'a potentiellement pas les mêmes intérêts que moi. Et pourtant, Dieu sait si j'adore ce concept. Mais voilà, je n'ai pas confiance dans les algorithmes. J'ai plein de paradoxes, il y a plein de choses où je fais des erreurs et je donne abondamment des ressources qui ont beaucoup de valeur pour 3 francs 6 sous, en tout cas 3 likes, 3 photos. Et donc voilà, mais comprendre que font les algorithmes et que ces algorithmes sont un accélérateur phénoménal de ces mains invisibles, c'est fondamental aussi. Et enfin, et je suis le premier à avoir été confronté à mon incohérence, moi je suis un nerd depuis que je suis tout petit, je vis dans le futur cyberpunk de ma jeunesse, et donc moi, il y a 10 ans, je voulais encore tout connecter, je rêvais dans un truc... Or, l'high-tech, c'est super, c'est miraculeux, faut vraiment pas cracher dessus, mais... ce n'est pas forcément la solution la plus intelligente. Et je pense qu'aujourd'hui, on manque d'une certaine attitude, d'un certain réflexe à réfléchir avant de prendre une décision à c'est quoi le choix le plus smart.
C'est-à-dire en agriculture, et d'ailleurs on a fait dans mon live hebdomadaire, on a fait plusieurs émissions sur la nourriture, on se posait la question, la nature c'est quelque chose de magique, si on regarde comment fonctionne toute la permaculture, dire une plante capte beaucoup plus qu'en termes de ressources fournies par l'énergie consommée, c'est magique. Donc quand la nature peut le faire, laissons faire la nature. C'est pas qu'on ne peut pas la diriger, c'est pas qu'on ne peut pas l'orienter, c'est pas qu'on ne peut pas la designer, mais laissons faire la nature. Et puis après, si la nature n'est pas optimale et qu'on peut arriver à des meilleurs résultats avec ce qu'on appelle la low-tech, hein, donc c'est jouer avec les matériaux et la physique, faisons-le en low-tech. Et enfin, si ça n'est pas possible et qu'il n'y a pas moyen, faisons-le en high-tech, parce qu'effectivement, il y a plein de choses magnifiques à faire avec la high-tech. Mais de nouveau, ça c'est dans un monde où on ne calcule pas l'utilisation des ressources et de l'énergie. Enfin, l'avant-dernière catégorie de force, c'est la force économique. Alors, il y a évidemment, ça c'est le modèle du donut, qui est un modèle simple, je ne vais pas rentrer dedans, je ne vais pas le détailler. Ce qui est intéressant avec le modèle du donut, c'est qu'il parle de la notion de profit, il est tout à fait OK avec la notion de profit, mais il dit, voilà, il y a un plafond environnemental, et donc il faut être conscient des ressources disponibles et qu'on n'abîme pas ce plafond, et il y a un plancher sociétal. Alors, l'idée est déjà géniale, elle permet de fonctionner. Mais, ok, c'est bien gentil, mais en fait, aujourd'hui, le principal problème, c'est que dans cette économie du donut, comment est-ce qu'on quantifie le plafond, comment est-ce qu'on quantifie le plancher, et surtout, dans un board de décision d'une entreprise, ça ne va jamais passer. Alors, il y a une autre chose, je vais revenir, ça s'appelle le triple capital. Donc le triple capital, c'est assez récent, mais c'est une façon de faire rentrer dans un plan comptable les ressources environnementales, les ressources sociétales. Par exemple, vous avez un champ, vous avez une rivière, cette rivière, vous l'utilisez pour irriguer votre champ. Aujourd'hui, en fait, on vous laisse détruire et, en fin de compte, vous saboter vous-même, et votre plan comptable ne vous dira jamais que vous êtes en train, en fait, de vous scier la branche sur laquelle vous êtes et que votre business, dans 15 ans, il est out. Le triple capital va permettre de quantifier ces ressources et de permettre de quand même prendre des décisions qui sont en fin de compte des décisions économiques, mais en intégrant la réalité de ce monde, c'est-à-dire pas seulement l'économie et les externalités négatives, mais bien une totalité. Alors je reviens en arrière parce que j'ai un peu mélangé. Et une des grandes forces, et je dirais même que c'est la principale, s'il y a un point important dans les forces économiques, c'est celui-là, c'est le modèle de revenu. C'est-à-dire, à partir du moment où mon modèle de revenu, c'est de vous vendre un téléphone, par exemple, ben, soyons clairs que je vais avoir intérêt à vous vendre un téléphone le plus souvent possible. Et si je peux même réussir à vous vendre un téléphone tous les matins, je le fais. Évidemment, on peut faire tout ce qu'on veut dans ce modèle-là, on n'arrivera jamais à maximiser le côté écologique. C'est impossible, le côté ressources et énergie. Si par contre, demain, je vous loue mon téléphone, ce téléphone, il va durer 50 ans, il va être upgradable, il va être réparable, et donc voilà, on voit que sur un simple choix de modèle de revenu, on peut avoir des forces qui tout d'un coup, ces mains invisibles, vont changer de direction et vont commencer à travailler dans une autre direction, potentiellement positive. Alors, une autre façon de faire, c'est la dématérialisation. Alors évidemment, on peut dématérialiser en digitalisant, ça c'est une évidence, et ça permet à proportion égale de consommer moins. Je veux dire, aujourd'hui, Internet est un énorme centre de pollution dans le monde, mais si on devait migrer l'activité Internet sur des technologies analogiques comme dans les années 80, je pense qu'on est déjà tous morts. Mais en fait, digitaliser, ce n'est pas la seule façon de dématérialiser. Utiliser moins d'atomes, c'est aussi dématérialiser, littéralement. Au Rwanda, par exemple, ce que vous voyez derrière moi, c'est un système de livraison de poches de sang par drone. Alors non seulement avant il y avait toute une flotte de camionnettes qui parcouraient le Rwanda pour aller livrer les poches de sang, mais en plus le réseau routier au Rwanda étant ce qu'il est, parfois ça prenait jusqu'à 24 heures ou plus pour livrer la poche de sang. Alors quand vous avez un gus dans le fond de la savane qui est en train de claquer, c'était parfois beaucoup trop long. Aujourd'hui, l'ensemble du territoire est accessible en moins de 4 heures, avec un drone qui est catapulté, qui parachute la poche de sang et qui arrive. Voilà un phénoménal exemple de créativité pour dématérialiser et optimiser les ressources et l'efficacité. Enfin, la désinnovation. Il est fondamental d'apprendre à abandonner les futurs obsolètes. Et donc, dans une culture où aujourd'hui la start-up nation, le monde, c'est l'innovation à tout prix et on innove et on innove et on innove, et des fois, en fin de compte, est-ce qu'on n'a pas oublié pourquoi on innovait ?
C'est-à-dire, on n'est pas forcé d'innover à tout prendre. Je pense qu'on peut être une entreprise, une organisation, une personne qui réussit simplement en délivrant de la valeur, et potentiellement, c'est parfois ne pas faire. Et dans cette logique de ne pas faire, désincuber. Ce n'est pas parce qu'un projet qu'on a commencé à faire et dont on réalise qu'il est obsolète, inutile, trop demandeur en ressources, quelles qu'elles soient, c'est pas pour ça qu'à un moment, la bonne solution, c'est pas de se dire, OK, peut-être qu'on peut l'arrêter là pour faire autre chose. Enfin, si vous avez déjà des objets, si vous avez déjà des outils, est-ce qu'il est possible d'augmenter les fonctionnalités, les capacités, pour au lieu d'avoir 3 outils, n'en avoir plus qu'un? Le smartphone est un excellent exemple. Hein, si vous regardez, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette photo avec un gars des années 80, avec tous les appareils qu'il a, et le fait que ça soit dans un smartphone, ben on voit qu'avec un seul appareil, on a multiplié le nombre d'utilisations. Je ne dis pas que le smartphone ne pollue pas, mais de nouveau, toutes choses étant égales, ça pollue beaucoup moins que l'ensemble des appareils si on devait les faire comme ça. Alors la mutualisation. Je parlais aujourd'hui, certainement dans les régions confortables comme la nôtre, chacun achète pour avoir à disposition, quand il en a envie, ce qu'il a envie. L'exemple parfait, c'est la foreuse. La foreuse, on utilise une foreuse entre 6 et 20 minutes au total sur l'ensemble de son cycle. Ça n'a pas de sens d'avoir chacun une foreuse. En plus, imaginez que si on avait tous, admettons qu'on habite ensemble, pas loin, si on avait tous 3 foreuses, c'est pas une foreuse bricot à 20 balles qui tient un an qu'on va prendre, c'est un truc du feu de Dieu. Donc, en plus, la mutualisation permet de monter en gamme et en qualité. Dans le même ordre d'idée, la mise à disposition de ce qu'on n'utilise pas, de la capacité non utilisée, c'est une excellente idée de rationaliser. Et donc, effectivement, on n'utilise pas sa voiture pendant 50% de son temps, est-ce que quelqu'un en a besoin, il peut l'utiliser? On n'utilise pas ses outils, voilà, ce genre de choses. Il y a plein d'initiatives dans le même sens, mais tout ça sont des forces. Alors, tout ce que je vous donne ici, c'est des exemples, ça n'est pas exhaustif. Je ne vous donne pas la Bible de ce qu'il faut faire, c'est certains exemples. Il y en a évidemment plein d'autres, et chaque point peut être exemplifié de plein de façons différentes, mais on n'a pas toute la nuit non plus, donc je vais devoir quand même me limiter à ce niveau-là. Alors enfin, ça c'est un concept un peu plus industriel, entreprise, c'est ce qu'on appelle la manufacture lean. Donc dans un processus, mais c'est adaptable à tout le monde, y compris aux petites organisations, y compris aux particuliers. La manufacture lean, c'est quoi? C'est est-ce que dans la fabrication de mon produit ou dans ce que je réalise, est-ce que je peux à un moment faire des économies, limiter les déchets, limiter le gras? Lean, hein, c'est dépourvu de graisse. Et donc, est-ce que je peux faire la même chose avec moins de déchets, de ressources matérielles? Par exemple, un exemple de limiter les déchets de ressources, si vous fabriquez des objets avec ce qu'on appelle la manufacture soustractive, hein, donc l'industrie actuelle, quand vous voulez faire une pièce en métal, vous prenez un bloc de métal suffisamment grand et puis vous retirez tout le métal qui n'est pas nécessaire à votre pièce. Donc globalement, en moyenne dans l'industrie, on jette 90% de la matière pour faire un objet. Grâce à la manufacture additive, que vous connaissez aussi sous le nom d'impression 3D, eh bien, chaque atome de matière sert à l'objet. Donc, s'interroger sur sa capacité à migrer vers d'autres types de manufactures, c'est une façon aussi d'optimiser ça. Mais il n'y a pas que les ressources. Il y a les ressources humaines, il y a le temps, il y a l'énergie. Et donc, se poser la question de savoir, de façon itérative, en boucle, en essais successifs, comment on peut améliorer les choses et les optimiser, c'est hyper important pour aider cette transformation. Alors la circularité, on en entend partout certainement depuis ces 6 derniers mois. Hein, donc la circularité, c'est quoi? C'est prendre un produit en fin de vie et plutôt que le jeter à la poubelle, c'est réussir à réutiliser ses ressources pour faire de nouveaux produits. Alors il y a plusieurs types d'économie circulaire, il y a la boucle fermée, donc moi par exemple Derbigum utilise les chutes de vieux toits Derbigum pour faire de la nouvelle matière pour toits Derbigum. Ça c'est la boucle fermée. Je récupère mes produits en tant que fabricant et je refais des produits avec ça. La boucle ouverte c'est moi je vends des vêtements mais je vais aller récupérer plein de vieux textiles et avec ça je vais refaire du textile pour pouvoir refaire des vêtements. Alors Philippe Samin, qui est un architecte liégeois que j'adore vraiment, et qui est assez connu, c'est quand même quelqu'un qui a une renommée internationale, dit « un déchet, c'est une ressource mal placée ». Et c'est vrai que si on s'interroge et qu'on regarde la nature, hein, qui est cet excellent exemple, qui a quand même 3,8 milliards d'années de recherche et développement, la nature ne fabrique aucun déchet.
Aucun. Et donc, on a d'énormes progrès, mais quand je dis d'énormes, c'est des progrès quantiques à faire dans cette direction-là. Alors, il y a plein de choses. On pourrait demander aux fabricants de gérer leur tour. Si vous êtes obligé de récupérer la merde que vous avez fabriquée, vous allez faire attention à ce que ça soit quand même un tout petit peu... Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a zéro. On ne paye pas le fait d'avoir produit quelque chose qui n'est absolument pas écologique. On ne paye même pas ses ressources, en fait. On paye la personne qui possède le terrain sur lequel la ressource se trouve et la main-d'œuvre. Mais les ressources, aujourd'hui, ne coûtent rien. Alors, je parlais de la nature et de l'économie, les symbioses industrielles, c'est des choses qu'on a en tout début. Mais par exemple, au Danemark, il y a un parc de différentes entreprises qui ont réfléchi à ça. C'est-à-dire, tiens, en termes d'eau, de ressources et d'énergie, est-ce que je peux éventuellement récupérer tes déchets pour en faire mes ressources ? Et donc, ils ont créé une espèce de toile où les ressources circulent pour être utilisées à de multiples reprises. On en est au balbutiement, mais ça, c'est évidemment des pistes qui méritent d'être creusées. L'économie bleue, qu'est-ce que c'est ? Ça a été inventé par Gunther Pauli, qui est un Belge, et qui, en fait, à un moment, c'était un industriel qui s'est rendu compte qu'il était en train de détruire la nature. Donc il s'est dit, je vais faire des produits lessifs, la fameuse marque Ecovert, pour ne pas polluer les rivières. Et puis, en fait, en allant en Indonésie pour voir ces usines, il s'est rendu compte qu'en fait, il n'était pas en train de détruire la nature ici, mais qu'il était en train de la détruire là-bas. Donc il a revendu sa société, ce qui est une bonne idée, mais quelque part un paradoxe, puisque quelque part, il a décidé que quelqu'un d'autre ferait le tort à sa place et lui, il irait faire quelque chose ailleurs. Mais l'idée est bien, il s'est interrogé, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Et donc l'économie bleue, c'est quoi ? C'est une économie qui se concentre sur la régénération et l'utilisation des océans. Il faut savoir que dans les océans, il y a plein de choses super utiles, et notamment les algues sont tout à fait miraculeuses. Alors, c'est même tellement miraculeux qu'il y a plein de zones sur la planète qui sont victimes de pollution des algues. Et en fait, c'est une matière qui est hyper optimale parce que la photosynthèse reproduit ces algues en quantité énorme. Et en fin de compte, avec ça, on peut faire de la biomasse pour produire de l'énergie, on peut faire du plastique, on peut faire des aliments, on peut faire plein de choses. Et donc, là aussi, il y a des océans entiers, mais là, c'est littéralement le cas, il y a des pans entiers de ressources encore peu ou pas exploitées. Je vous parlais du biomimétisme, c'est fondamental en entreprise et en industrie de le faire pour optimiser, de se poser la question, puisque la nature est tellement plus optimale que nous dans son fonctionnement. Alors, ça c'est encore complètement pas tout à fait adapté dans le narratif, les jeunes générations ont beaucoup plus facile, mais nous on a encore besoin de posséder les choses. Alors que la fonctionnalité, tout en service, permettrait, de modifier les modèles de revenus en modèles bénéfiques et vertueux plutôt qu'en modèles toxiques, et en fin de compte simplifie la vie. Alors ça aussi, c'est pas facile, c'est ce qu'on appelle la transparence radicale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise de la confiance. Et d'ailleurs, je vois tout ce doute sur les politiciens, tout ce doute sur les journalistes, tout ce doute sur les entreprises technologiques, et sur les banquiers. On voit vraiment que la confiance, globalement, s'écroule, avec de bonnes raisons. Les banquiers ont montré à plusieurs reprises qu'ils ont abusé de la confiance. Il y a plein d'exemples. Ce n'est pas que tous les banquiers, ce n'est pas que tous les journalistes, ce n'est pas que tous les politiciens, mais il y a plein d'exemples qui font qu'on a érodé progressivement la confiance des gens. Je pense que si on communique de façon transparente, c'est la meilleure façon de créer la confiance. Et pour moi, aujourd'hui, si on veut réussir à embarquer les gens avec nous, on doit d'abord leur donner confiance. Et pour ça, il faut être transparent, mais de façon radicale. Il faut avoir rien à cacher. Je vous parlais de la lenteur pour poser et réfléchir, mais aussi c'est la lenteur dans l'entreprise. Donc éduquer le client à réparer ses objets, éduquer le client à consommer autrement, éduquer le client à savoir, tiens, est-ce que je peux faire confiance à ce label ? Aujourd'hui, les gens voient un label, ils ne se soucient pas de savoir si ce label est vraiment effectif ou si c'est simplement un truc qu'on paye pour avoir le label. Voilà, de nouveau, informer le client, l'éduquer. Le site que vous voyez derrière, c'est iFixit, qui permet de réparer, de commander des pièces, il y a tous les plans de montage, et en fait, il vous apprend à fixer vous-même vos appareils. Rallonger la durée de vie des produits. Il est évident que dans un monde de transformation, l'obsolescence programmée, c'est un crime il est absolument nécessaire que ça change. S'habituer à la sobriété. Je veux dire, on est de nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas culturel, c'est quelque chose qui n'existe pas ou peu dans notre récit contemporain occidental.
Mais voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Enfin, de nouveau, la crise du Covid était assez représentative tout d'un coup, tout ce qui s'est arrêté, c'est des trucs non essentiels. Et de nouveau, je pense qu'il y a des gens qui ont vécu une horreur dans le confinement pour des situations personnelles ou des cadres de vie compliqués. Mais en finale, le confinement, on a manqué de rien. Donc, quelque part, ça veut dire qu'en dehors du confinement, voilà. Et donc, on peut se rendre compte qu'on n'a pas une approche, et moi aussi, je veux dire, moi, je ne prétends pas être parfait, je suis en chemin, mais augmenter la sobriété. Alors, le slow capital, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit. Est-ce que vous préférez être milliardaire un jour ou millionnaire toujours? Jeff Bezos, qui lui pourrait bien être milliardaire toujours, il a dit, le premier truc qu'il a fait à ses actionnaires, il a dit, bon les gars, je vais quand même être transparent avec vous, mais pendant 15 ans, vous allez toucher 0 balle. Nada, mais par contre, dans 15 ans, on sera les rois du pétrole, enfin, de l'e-commerce, et ça pourrait durer. Donc, apprendre à développer des entreprises résilientes. Amazon a prouvé, en tout cas, sur un problème de type pandémie mondiale, qu'ils sont hyper résilients. Peut-être d'autres endroits, d'autres crises qui ne seront pas aussi forts, mais là, en tout cas, ils sont hyper résilients. Et aussi la co-création, l'open data, l'open source, l'innovation ouverte des entreprises et les citoyens et les organisations qui collaborent ensemble. De nouveau, l'intelligence collective, c'est fondamental. On doit développer de plus en plus ce genre de choses. Fonctionner ensemble, apprendre à collaborer à grande échelle. Ça, c'est vraiment très, très important. Et enfin, la dernière catégorie, celle sur laquelle on a peu de prise, mais la connaître, c'est vraiment important, c'est nous, c'est l'humain. Alors, la première chose qu'on a, nous, les humains, c'est qu'on est des machines à jouer. On est nés pour jouer. Le nombre de choses qu'on a fait, le nombre de choses extrêmement difficiles qu'on a appris à faire en jouant sans même s'apercevoir qu'on apprenait. Et donc on doit tout changer dans notre façon de concevoir notre apprentissage, on doit tout changer dans notre façon de travailler. Moi je dis jouer plus, il faut s'amuser, il faut jouer. On est fait pour ça, on est né pour ça, c'est fondamental. Alors collaborer, évidemment, et je pense que pour ça, il est essentiel de se raconter une autre histoire. Je pense que la compétition, le héros, on a besoin de nouveaux héros, on a besoin de nouveaux mythes, on a besoin d'investir le futur de nos imaginaires. C'est Étienne Klein qui dit ça. Et effectivement, si vous regardez aujourd'hui la vision de notre futur, elle n'a pas beaucoup changé de la vision du futur des années 80. La chose qui aujourd'hui domine l'imaginaire de nos futurs, c'est le cyberpunk que les artistes, les gens qui visualisent le futur ont créé. Quand, dans les années 70 et 80, on parlait de l'an 2000 tous les jours. Le futur était un compagnon qui nous accompagnait. Aujourd'hui, on ne parle plus du futur, et les seules visions du futur qu'on a, c'est le futur d'il y a 30 ans, qui s'est juste déglingué. Donc aujourd'hui, on n'a plus que cette illusion dystopique de ce futur on doit absolument le changer. C'est fondamental, c'est une priorité, c'est quel futur on invente. Et donc, on doit se projeter dedans, on doit aller chercher. Le futur qu'on nous vend ne nous plaît pas, mais inventons-en un autre. C'est fondamental, c'est vraiment critique, je pense. Et enfin, et ça, je pense que c'est le truc le plus important de toute la conférence, la chose pour laquelle on est faite, le fondement de qui on est, nous, hommes, c'est l'amour et la bienveillance. Et je pense que l'amour et la bienveillance, c'est la force de Star Wars, des Jedi dans Star Wars, sauf simplement on ne nous le dit pas. L'amour et la bienveillance, c'est magique. Google a fait une étude il y a quelques années qui disait que les entreprises les plus productives au monde étaient les entreprises où il y avait de la sécurité psychologique. Eh bien, comment fabrique-t-on de la sécurité psychologique? En étant bienveillant. Et je pense que, à part quelques personnes malades qui représentent un pourcentage infime de la population, on est tous bâtis sur l'amour, on a tous envie de ça. Et donc, alors après, c'est facile d'être bienveillant avec quelqu'un qu'on aime, c'est plus compliqué avec quelqu'un avec qui on a moins d'affinité, c'est encore plus dur de le faire avec quelqu'un qui nous agresse. Mais voilà, et je ne dis pas qu'il faut le switcher, mais c'est un travail, c'est quelque chose, c'est une sorte de dimension à atteindre, un cap à atteindre. Et donc pour conclure, je vais terminer par cette citation de Ben Parker qui est « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Aujourd'hui, on a tous un grand pouvoir, on a accès à des ressources
comme jamais dans l'histoire de l'homme, et je ne parle pas de tout le monde, hein, mais nous ici en tout cas présents, je pense que proportionnellement, on a tous accès à des ressources qui sont complètement dingues. On est dans une époque où il n'a jamais été aussi facile d'entreprendre, de réaliser des choses. Il y a un Hollandais de 17 ans, enfin maintenant il en a 24, qui a rêvé de nettoyer les océans en plaçant des énormes aspirateurs à plastique dans les vortex océanographiques. Et voilà, même pas 10 ans plus tard, il le fait. Il commence à générer du profit. En tout cas, il commence à générer du chiffre. Je ne connais pas leur bilan comptable, mais il l'a fait. Il y a un Afghan tout seul, à Kaboul, qui a décidé qu'il avait envie de s'attaquer au problème des mines antipersonnelles. Et avec un drone et 3 adaptateurs, il fait la promesse de résoudre le problème des mines antipersonnelles dans le monde en 10 ans, pour 200 fois moins cher que les méthodes traditionnelles et 20 fois plus vite. Je veux dire, on est tous capables de ça. Et donc aujourd'hui, je pense que ceux qui ont les moyens qu'ils ont quelque part, en tout cas, je ne vais pas dire le devoir parce que je n'aime pas ce ton-là, mais ce serait bien qu'ils se posent la question de ce qu'ils pourraient faire. On pourrait tous devenir des mini-Batman. Moi, je trouve ça super sympa de se dire que plutôt que de faire un maximum de profit dans un monde qui va dans le mur, on pourrait essayer de tous devenir Batman. Et essayer de faire des trucs et essayer d'être des héros. Voilà, je vous remercie. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Il va y avoir des micros qui vont tourner. Dans le chat aussi, n'hésitez pas à poser vos questions. Oui, moi je vais prendre ma chaise. Alors, top conférence, on va bien cogiter après toutes les infos aussi. Vous remarquerez aussi la petite pub dissimulée pour la pomme Apple en plein milieu. Question, pas question ? Voilà, qui a des questions ? Je vais laisser un peu le temps. Le premier va tirer et puis les autres vont suivre, mais il en faut un qui tire en premier. Ah, voilà. Alors tout d'abord, Raph, merci d'avoir parlé de permaculture, d'une certaine manière, ce soir. Est-ce que ton slideshow, on peut l'avoir ou pas ? Évidemment. Alors, je peux l'envoyer en PDF, mais il est disponible en ligne. J'ai un site Futur Immédiat. Et alors, il y a une petite zone en haut à droite, FIWiki. Et ça, c'est un truc complètement expérimental. C'est un peu l'équivalent de comment je stocke l'information. Ça ressemble un peu à rien, mais il y a tous les liens, tous les contenus, tout ce que je stocke. Mais voilà, après, il suffit de m'envoyer un mail si vous voulez les dias, les slides, ce que vous avez. Et je vous l'enverrai avec plaisir. Donc, toute la ressource ici est évidemment ouverte, partagée, partageable. C'est l'essence. Enfin, voilà, ce serait un paradoxe de ne pas le faire. Donc, oui. Merci. Ah. Salut. Salut. J'ai 28 ans aujourd'hui, je travaille dans le digital. Je suis née dans le numérique. Mon papa était informaticien. Tu dis que tout est exponentiel. Est-ce que tu penses que dans 20 ans, je serai complètement à la masse au niveau digital ? Alors, ma grande thèse, c'est justement que, contrairement à plein d'autres futurologues qui font des prédictions, moi, ma prédiction, c'est que pendant au moins 10 ou 15 ans, ça va être de plus en plus compliqué de prédire. Donc, il y a effectivement un risque qu'on soit dépassé. Maintenant, nous sommes une génération qui avons été adaptés à l'accélération. Jusqu'où on serait capable d'encaisser cette accélération ? Est-ce que, passé 2050, cette exponentialité va continuer ? C'est un peu comme la loi Moore, j'en sais rien. Mais je pense à donc le choc du futur, qui est le livre clé d'Alvin Toffler, disait il y a 50 ans que dans 50 ans, le principal problème de l'humanité, ça va être sa capacité à psychologiquement gérer des changements ultra rapides, ultra puissants et ultra globaux. C'est un petit peu ce qui est en train de nous arriver. Donc, honnêtement, je pense que ça nous pend au nez, mais ce n'est pas forcé. C'est vraiment, voilà, je sais que c'est une réponse, mais je pense que c'est très compliqué de voir. Après, pour garder le rythme, il faut manger de l'information, il faut se renouveler. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on est tous
au bord d'un dépassement si on ne se tourne pas, parce que d'un jour à l'autre, l'information a changé. Il y a des domaines plus lents que d'autres, mais par exemple l'intelligence artificielle, tous les jours, ou à peu près, il y a des news qui tiennent de la science-fiction. Tous les jours, ça tombe. Et donc, si on s'intéresse à l'intelligence artificielle, ça demande un travail de veille qui fait que c'est même pas dans 20 ans, c'est dans 6 mois, on est tout à fait largué si on n'avance pas là-dedans. Alors, j'ai une lumière de face, et donc, je ne vois... Mais il y a, par contre, voilà, il y a Marianne qui fait ça très bien. On peut parler d'intelligence artificielle quand Google et, je ne sais pas si c'était Amazon, qui ont mis leurs deux intelligences artificielles discuter ensemble, ils ont dû débrancher la machine parce qu'ils faisaient un langage entre eux qui était incompréhensible pour nous. Ils étaient en train de comploter sur nous. Alors, ils n'étaient pas en train de... Je connais l'histoire, ils n'étaient pas en train de comploter, mais clairement, en fait, ils ont pris 3 intelligences artificielles, ils ont demandé à la A de pouvoir communiquer à B sans que C puisse deviner ce qu'ils disent, et ils ont demandé à C d'essayer de deviner ce que A et B se racontaient. Et en fait, ce qui s'est passé très rapidement, c'est que A et B ont développé une langue qui était unique à eux deux. Et je veux dire, on parle souvent de l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va nous entourer dans le futur. On ne parle pas du fait qu'il y a de grandes chances que des intelligences artificielles se parlent entre elles. Et il est possible qu'il y ait autant de langues d'intelligence artificielle que de relations, je dirais, autant de langues que de liens. Une intelligence artificielle, et c'est un terme très large qui ne veut pas dire grand-chose. Hein, mais non, et justement, je veux relever avec l'autre problème, c'est qu'il y a une autre qu'on a lancée dans tout public il y a une petite année, quelques mois, et qui a fait que c'était ce que tous les gens pensaient, quelque part, dans l'humanité. Tout le monde a parlé avec cette intelligence artificielle, je crois que Google avait sorti, et que en quelques mois, il est devenu nazi, complètement nazi. C'est Ils Microsoft, ont dû débrancher la prise aussi. C'est Microsoft, et ça a duré 24 heures. Voilà, c'est ça. En fait, ils ont dit, mais il faut savoir, alors, Microsoft a dit à son intelligence artificielle, est-ce que tu peux écouter Twitter? Et avec ça, tu fais un compte Twitter et tu réponds. Sauf que Twitter, c'est la nation des trolls. Hein. C'est un des meilleurs médias sociaux, mais il y a vraiment plein de gens là qui sont vraiment des trolls en puissance. Et donc, évidemment, lui, il a écouté ce que les humains de Twitter disaient, et après pas longtemps, il a commencé à avoir des propos d'extrême droite, nazis, dire qu'Hitler était un gars pas si mal que ça. Et donc voilà, ils ont dû dire, bon, tu vas arrêter, parce que comme c'est Microsoft qui raconte le truc, ça va pas nous faire une bonne pub. Mais est-ce que cette intelligence artificielle avait conscience de ce qu'elle disait? Non. Elle a juste dit, tiens, si on analyse les propos, voilà ce qui se dit. Sans même savoir ce qu'elle dit. L'intelligence artificielle n'est même pas consciente de ce qu'elle raconte, en fait. Et donc voilà, mais l'intelligence artificielle, en fait, aujourd'hui, est déjà partout. Simplement, nous, ce qu'on s'imagine, c'est Skynet ou autre, mais dans les iPhones, si vous avez un iPhone depuis moins de 2 ans, il y a une AI qui optimise, selon votre utilisation, l'utilisation du processeur et du processeur graphique et des ressources dans le téléphone. Il y a des AI aujourd'hui, c'est un peu evil, c'est carrément evil, hein, donc, voilà, mais il y a des produits qui sont maintenant proposés aux grandes assurances pour c'est des détecteurs, donc c'est des intelligences artificielles qui détectent si on ment ou pas au téléphone. Avec un taux de précision qui n'est pas encore parfait, mais ils pensent y arriver. Et donc, en fait, et aujourd'hui, il y a déjà une multitude. Si vous utilisez Gmail, il y a très peu de spam qui vous arrive, très très peu. Ben, c'est l'intelligence artificielle qui fait ça. Simplement, en fait, il y a un mythe autour de l'intelligence artificielle. C'est beaucoup plus artificiel qu'intelligent. D'accord, mais c'est vrai que pour les actions boursières, c'est quand même incroyable de savoir que maintenant, plus de 80% des actions boursières sont faites. Il n'y a plus un humain derrière. Mais ils regardent, ça descend, ils achètent, ça monte. Enfin, voilà, oui, tout à fait, c'est l'hyper trading. Il n'y a plus d'humain derrière. Enfin, oui, tout à fait. Salut Raph. Salut Mathéus. Ah oui, alors excusez-moi, j'ai manqué à mes obligations, mais je devais vous dire 2 choses en début de conférence. La première, c'est qu'elle est filmée. Comme ça, je pourrais la mettre sur Internet à disposition d'autres personnes. Et la deuxième, comme je vous l'ai fait entre-apercevoir pendant la conférence, moi, le début du confinement correspondait à ma conférence prévue, celle-ci. Et j'ai décidé de faire, non pas la conférence, mais faire quelque chose sur Internet pour occuper l'espace. Et j'ai fait un live sur Facebook.
Et ça a très bien fonctionné. Et j'étais un peu problématique par rapport à l'idée de nouveau m'investir dans Facebook, vu que j'ai envie de m'en désengager. Et donc j'ai été sur Twitch, qui appartient à Amazon, ce qui est beaucoup mieux. Et donc j'ai commencé à faire des lives. Et mon ami Mathéouche, que vous venez d'entendre, est un peu mon comparse. Il vient dans mes lives, je viens dans les siens, on a une communauté. Moi, toutes les semaines, j'invite quelqu'un pour parler d'un thème du futur. Aujourd'hui, la conférence était filmée, mais elle était aussi diffusée pour ma communauté online. Et donc, je pense qu'il y a des questions qui viennent de là. Et donc, c'est Cognac G, c'est 3615, code TF1. Enfin, bref, c'est Mathéouche qui fait les questions des gens qui sont online. Voilà. Dis-moi, Matt. Bonsoir à tous. Alors, j'ai 2 questions. Il y a José qui est au Danemark et qui dit « On a quelquefois des effets d'annonce révolutionnaires trop optimistes. Et comme les imprimantes 3D et d'autres, comment miser sur des technologies qui vont vraiment révolutionner le futur? Question 1. Et alors, on a la question de VA. Je vais la poser. Où est-ce qu'elle est? Écoute, je vais commencer par la question de José pour que tu me la retrouves. Comment HR dans le futur? Il faut savoir que VA travaille dans le monde du HR et qu'elle finit toujours par placer une question sur les HR. Alors, moi, personnellement, je vais commencer par la question de José, parce que je l'ai déjà oubliée, donc tu peux me la répéter? J'ai un peu un problème d'attention, il faut le savoir. Alors, il y a toujours des effets d'annonce révolutionnaires sur des technos, et comment on choisit, en fait, les technos qui vont vraiment révolutionner le futur? Alors, de toute façon, il y a toujours une prise de risque. 2, si on n'essaye pas, on ne sait pas. Mais clairement, il y a pourquoi on utilise les technologies. Typiquement, je prends une technologie récente qui a vécu son cycle où ils se sont pris des bonnes gamelles, c'est la blockchain. Et si on voit la blockchain, c'est quelque chose de complexe à appréhender. C'est comment créer quelque chose d'original et de non copiable sur Internet. Et donc, ça devient tellement sécurisé qu'on peut en faire de l'argent parce qu'on garantit l'intégrité de cette chose. C'est devenu tellement dingue, il y a des gens qui sont devenus multimillionnaires en l'espace de quelques jours, mois, semaines, et donc tout le monde s'est mis à courir derrière la blockchain. Et il faut savoir que quand on avait une start-up et qu'on mettait le terme blockchain dedans, ou AI dedans, ça faisait x4, x5 chez les investisseurs, et donc on prenait plein de cash, c'était dément. Eh bien, moi j'ai aidé 2 boîtes à collaborer qui parlaient du blockchain, et en fait en creusant, parce que moi je ne connais pas le blockchain, enfin comme ça de loin. Et donc moi quand on me demande de les aider à créer un service, une application ou autre, j'ai besoin de comprendre, donc j'essaie de comprendre. Et à un moment, à force de comprendre, on me pose la question, oui mais pourquoi? Et en fait le pourquoi c'est juste parce que c'est hype, parce que ça va rapporter de la thune. Alors, je pense qu'à partir du moment où on part du principe de dire qu'est-ce qui va me ramener un maximum d'argent, on n'a déjà pas une pensée sur qu'est-ce qui va vraiment être utile. Est-ce que ça... Donc moi déjà simplement, je pense qu'il y a une partie de la population qui seront toujours des exploreurs, et c'est très bien, il faut les laisser explorer, et puis il faut faire preuve de sobriété, je pense, et attendre et réfléchir, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Voilà, et puis voilà, mais je pense qu'il faut essayer plein de trucs, il faut se diversifier, il faut taper, c'est bien aussi. Donc ça c'est pour la première question sur les technologies. Pour les HR, alors moi j'ai un vieux rêve pas forcément facile à réaliser, mais vous savez aujourd'hui quand on engage des gens, on dit voilà il faut tel job et il faut tel type de compétences, et puis si tu les as pas, tu vois c'est compliqué, donc tu dois te former et autres. Et alors on retrouve plein de gens qui sont comme ça à des jobs, ils ne savent pas très bien pourquoi ils sont arrivés là, parce qu'ils ont construit leur expérience un peu par hasard, parce qu'au début ils étaient jeunes et qu'ils devaient trouver un travail, et que donc voilà, ils ont pris le premier qu'ils trouvent, ils ont créé une expérience. Et en fait on a plein de gens comme ça qui terminent à des endroits qui sont pas là, ils sont pas là où ils veulent, ils perdent du temps, ils perdent de l'énergie. Moi j'ai eu la chance, grâce à mon ami Marc, qui m'a présenté tout à l'heure et qui m'a fait le plaisir de nous recevoir ici. Un jour il m'a dit tiens voilà, j'étais pas dans une situation facile dans ma vie, il m'a dit tu pars là, et je suis parti faire un stage de développement personnel. Alors le développement personnel, il y a du bon, il y a du mauvais, enfin bref, mais par contre je suis revenu avec une idée claire de pourquoi j'étais là. Et j'ai appris des compétences comme ça. J'ai appris que le travail pouvait me monter en énergie plutôt que me coûter en énergie. J'ai appris comment je pouvais vraiment faire résonner ma vie, avoir une meilleure vie, vraiment être gagnant sur quasi tous les tableaux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'essaie pas de comprendre quelle est la mission d'une entreprise, quelle est la soumission des départements, et d'engager des gens qui n'ont pas les compétences, mais bien qui sont en harmonie avec la mission.
Et on n'aura plus besoin de les former. Ils vont se former tout seuls, ils viendront en courant au travail. Je veux dire, donc voilà, moi, si je devais imaginer le futur des HR, en tout cas le futur préférable, selon mon critère, j'irais sur un alignement des pourquoi, un alignement des raisons d'être entre les entreprises, les organisations et les gens. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais poser une question avant de connaître celle qui vient d'arriver, donc ça va faire légèrement doublon. Pas de souci. C'est une question, si on ne peut pas se projeter dans le futur, mais que toute action d'entrepreneuriat prend du temps pour se développer, comment peut-on entreprendre? Comment peut-on se lancer et prendre des risques personnels? Alors, je voudrais juste être sûr d'avoir bien entendu le début de la question. C'était, est-ce qu'on peut... Il y a un verbe, alors du coup, évidemment... Je ne sais plus comment je l'ai formulé. Est-ce que tu peux reposer la question? Est-ce que vous pouvez si on ne peut pas se projeter dans le futur. Alors, justement, on doit se projeter. Donc, c'est peut-être ambigu ce que je dis. Je pense qu'on n'est pas capable de deviner le futur. Par contre, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a arrêté d'imaginer le futur. Et donc, on doit imaginer le futur, et à un moment, on doit entreprendre, on doit avoir ces tacs de foi et prendre ce risque. L'entrepreneuriat, c'est de la prise de risque. Et là, après, il y a des systèmes qui permettent de mesurer. Je veux dire, le nombre d'entreprises qui se lancent et qui arrivent. Parce que voilà, il y a des moniteurs. Simplement, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on a une époque charnière où, moi, je connais au moins 3 personnes dans mon entourage indirect qui avaient ouvert un restaurant, une station essence ou un truc le jour du confinement. C'est-à-dire, c'est quand même... c'est un peu anxiogène. Donc voilà, il faut simplement se dire que le facteur risque est plus grand qu'avant, mais les opportunités n'ont jamais été aussi grandes. Du côté des techno-optimistes, ils disent plus le problème est grand, plus l'opportunité l'est aussi. Et donc, c'est un des slogans de ces gars-là, c'est « Be the change ». C'est tu vois un problème, tu le prends et tu t'y attaques. Et avec des risques, et effectivement, on ne va pas pouvoir anticiper correctement, prédire le futur correctement, mais on peut l'imaginer. Est-ce qu'il faut être joueur, du coup? Alors moi, de toute façon, joueur mais pas gambler. Je pense, voilà. Le jeu, je pense qu'il faut aborder les choses toujours avec une âme d'enfant, un côté fun, un côté prendre du plaisir à ce qu'on fait. De toute façon, il y a toujours une prise de risque, ce qui est un peu du gambling. Je sais que Jean-Claude Van Damme mise un peu le propos, mais c'est pour donner la différence entre jouer et jouer. Donc oui, je pense que de toute façon... Mais alors, la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est que je pense qu'avant, autant on pouvait se dire que le fonctionnaire avait la sécurité ultime, l'employé un peu moins et l'entrepreneur beaucoup moins. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est sécure et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce qui est sécure aujourd'hui peut être complètement sujet à stress demain. Donc, moi, j'ai l'habitude, parce que ça fait 20 ans que je travaille dans le digital, et donc c'est un métier, c'est un secteur qui est en disruption permanente, il faut se réinventer de façon permanente. J'ai des clients qui sont plus anciens que les métiers que je fais aujourd'hui. Alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui parce que je me suis stabilisé, mais avant, je changeais de métier plus ou moins tous les 2-3 ans. Parfois pour les mêmes clients, mais si on analysait froidement ce que je faisais, ça n'était plus la même chose. Je pense que ce qui s'est passé dans le digital ces 20 dernières années va progressivement se normiser, il va falloir se réinventer. C'est pas agréable toujours, c'est stressant, mais c'est pour ça que je dis, le premier truc que je disais sur l'attitude, c'est se laisser aller. À partir du moment où on ne peut pas changer quelque chose, ça ne sert à rien de s'en faire. Je me permets de réagir. On voit chez les adolescents une propension, une tendance à ne pas vouloir faire d'enfants, à ne pas penser au futur. Dans les années 80, on pensait, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir des voitures volantes. Et maintenant, chez beaucoup d'adolescentes, il y a la crainte de ne pas avoir d'avenir. En fait, de ne pas avoir de monde dans 30 ans. Donc, et ça, c'est une tendance qu'on sent de plus en plus chez les adolescents de 13 à 18 ans, dont certains deviennent végétariens seuls en regardant des vidéos. Et donc, quelque part, ton discours où tu dis il faut se projeter,
beaucoup d'adolescents ont du mal à se projeter. Bien sûr, mais alors, parce que je pense qu'on est dans une culture où on a arrêté de se projeter, enfin en tout cas on est dans une espèce d'immédiateté qui n'est pas le carpe diem, hein, c'est une immédiateté tout en n'étant pas étant présent. Et quelque part, parce que moi j'entends souvent beaucoup de détracteurs sur les jeunes, les millénials, vous savez, ces gens qui jettent leurs papiers et qui vont manifester contre le climat, alors que c'est potentiellement pas les mêmes, et que c'est potentiellement, je veux dire, les adolescents sont inconsistants. Waouh. Ensuite, qu'ils aient un peu la gueule de bois sur leur perspective d'avenir, je pense que c'est légitime. Franchement, nos perspectives étaient quand même vachement plus sexy. Et je pense que, de nouveau, ils ont du mal à se projeter parce qu'on est dans un narratif sociétal qui ne se projette pas. Et donc, on ne leur a pas donné l'habitude d'imaginer demain. On n'aura pas l'habitude de leur donner. On leur a juste dit, tu sais, ça va être dur et tu as encore de la chance si c'est dur, hein, parce que normalement, dans 20 ans, tu es mort. Ouais, enfin, bof, quoi. C'est pas comme ça qu'on va l'élever, et je pense vraiment aujourd'hui, l'important... Vous savez, pour moi, le monde est dans un état d'hébétement, vous savez, un peu comme dans les films, quand il y a une bombe qui pète, et alors il y a un fondu au noir qui dure quelques secondes, et puis on entend un... Et l'image revient, et c'est brumeux, et il y a du bruit sourd, et des gens qui courent, des ombres, et on ne sait pas quoi faire, puis il y a un moment qui arrive dans l'écran qui dit « Allez, bouge !» C'est là qu'on est aujourd'hui, et je pense qu'il est grand temps qu'on vienne secouer les gens, et donc voilà, ça fait partie de notre job à nous. On a une co-responsabilité dans là où on est arrivé, pour avoir fait des choses, pour avoir pas fait des choses. Je ne dis pas qu'on doit se culpabiliser, hein, je dois juste dire, voilà, c'est un peu notre job, en fait, de les encadrer. Moi, en fait, ma conférence vient d'un cours d'écosystème digital, et en fait, on m'a demandé dans une école, j'enseignais depuis 5 ans, et on m'a demandé de créer un cours d'écosystème digital. Et quand j'ai fait ce cours, j'étais en train de parler de conversion, d'optimisation, de marketing, et j'étais en train de me dire, mais en fait, tu es en train de leur vendre la soupe du monde que tu penses qui crée le problème. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et donc je me suis dit, tu sais quoi, fuck it. J'ai tout jeté, et je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie, toi, si tu avais 20 ans, tu aimerais bien qu'on te raconte quand tu as un vieux con de 45 ans devant toi. Et j'ai fait une espèce de brol qui ressemble vaguement à ce que ceci est devenu. Et sans savoir, c'était complètement intuitif en fait, hein, je ne savais pas pourquoi je le faisais, je savais pas. Et puis à midi, la directrice est arrivée, elle m'a fait, tu peux venir dans mon bureau s'il te plaît? Je me suis dit, voilà, c'est là qu'on se fait virer en fait. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait à mes étudiants? Elle m'a dit, j'ai jamais vu ça, ils sont tous venus me trouver pour dire c'était génial. Et je me dis, waouh, il s'est passé un truc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, l'intuition que j'avais eue, c'est que cette génération, moi j'ai vu des gens qui, contrairement à ce qu'on imaginait, n'étaient pas confortables avec la technologie, n'étaient pas confortables avec le futur, étaient angoissés, ne comprenaient pas ce qui arrivait. C'est logique, le monde est devenu tellement complexe. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez encore ce qui se passe, vous? Moi j'ai perdu le fil. Hein. En tout cas, ça m'arrive assez souvent de m'arrêter et de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc je me suis dit, en fait, ils ont besoin d'être accompagnés. On doit les déculpabiliser, on doit les dédramatiser. C'est notre job en fait. Et de nouveau, si on est solidaire et ouvert, c'est plus le truc qu'on doit faire avec juste nos enfants. On doit accompagner autant les vieux qui sont dépassés que les jeunes, que ceux d'entre nous qui ont moins de facilité. Mais je pense que c'est fondamental qu'on change notre façon de faire et qu'on apprenne à piloter ce putain de véhicule tout seul. Tous ensemble, pas tout seul justement. C'est exactement l'inverse. Je n'ai rien compris. Voilà. Ici, là. Ah oui, pardon. Voilà. Bonsoir, vous avez parlé de biomimétisme, et je pense qu'effectivement c'est extrêmement intéressant de voir comment fonctionne la nature, parce qu'elle fonctionne depuis bien plus longtemps que notre apparition à nous, et d'économie. Et malheureusement, je vois très peu de liens, le lien qu'on fait entre le biomimétisme et l'économie. Et je me dis aujourd'hui, on a quand même ce qui est le plus proche de la nature, c'est l'économie du don. C'est-à-dire que la nature, elle donne sans échanger, elle donne et elle reçoit, mais elle n'échange pas dans le milieu du vivant, du milieu de la nature. Et, elle ne crée pas de transaction. Elle ne crée pas de transaction. Financière, mais par contre, l'économie, quelque part, c'est un échange. Mais elle n'échange pas, elle donne. Donc un pommier, il donne ses pommes. Il n'échange pas ses pommes contre quelque chose. Et il reçoit de la terre, il reçoit du ciel, il ne reçoit pas nécessairement de celui à qui il donne. Et donc ça, c'est l'économie du don. Et je trouve qu'en économie, on ne parle pas de cette économie du don. On parle encore justement d'échange et de transfert. Et je me demandais comment est-ce qu'à un moment donné, on peut entendre que peut-être il faut donner
à quelqu'un de qui on ne va pas recevoir et qu'on recevra de quelqu'un à qui on n'a pas donné? Où est-ce que vous en êtes dans cette pensée-là, cette réflexion-là? Merci de spécifier pensée, parce que, soyons bien clairs, tout ce que vous venez d'entendre ce soir, c'est mon intuition, c'est des sources que j'ai piquées à gauche, à droite et que j'ai rebrodé à ma sauce, mais ça n'est qu'une opinion. Je prétends absolument pas avoir de réponse. Voilà. Donc ça, c'est un. De deux, je pense que si on montre la ligne d'arrivée aux gens, personne ne va faire la course. C'est un peu comme l'entrepreneuriat. Si on t'explique avant que tu crées ta boîte toutes les merdes par lesquelles tu vas passer, tu ne la fais pas. C'est clair. Et donc, le premier truc à faire, c'est de faire le premier pas aux gens. C'est le voyage des 1000 pas commence par le premier pas. Moi, la mission que j'ai décidé de me prendre, c'est de mettre les gens en marche, peu importe où ils vont. Et je pense que, après j'ai quelques idées par où aller, pour ceux que ça intéresse, mais ça reste mon opinion. Et donc, je pense qu'il est trop tôt pour arriver à ce genre de choses. Je pense qu'on doit d'abord manœuvrer l'activité économique pour qu'elle ait du sens, pour qu'elle soit ce qu'elle a toujours été par le passé, c'est-à-dire un fantastique vecteur d'élévation et de progrès, parce que, comme je le dis, ce monde est bourré d'imperfections, mais il est quand même méchamment mieux. Jo Caudron, qui est un autre conférencier, je pense que c'est lui, disait on aimait bien le bon vieux temps, mais personne n'avait envie d'avoir une rage dedans, et on ne fût que 80 balais, enfin il y a 80 ans. Hein, personne, on aime bien le passé jusqu'au moment où on a une rage dedans. Et donc, voilà, je pense que l'économie aujourd'hui, elle est tellement omniprésente qu'on ne va pas pouvoir faire sans. On doit la manœuvrer, on doit d'abord commencer à l'apprendre, et je pense le premier rôle qu'on doit faire, c'est remettre l'économie à sa place, c'est-à-dire un exceptionnel moyen et pas du tout une fin. Et je pense que l'erreur de ces dernières années, c'est que l'économie est devenue la fin et non plus le moyen. Donc voilà. Et après, je pense que ce truc évoluera de lui-même. Mais voilà, c'est mon opinion. Salut Raphaël. Salut Adrien. Tu dis à juste titre que le nombre de transformations dans le futur va être exponentiel et que donc une des capacités clés sera la capacité d'apprendre rapidement. Mais parallèlement, le nombre de technologies disruptives devient vraiment de plus en plus complexe et prennent justement du temps à investiguer, à maîtriser. Est-ce qu'il y a des pistes justement qui sont élaborées pour faire le lien entre cette nécessité d'apprendre rapidement et la complexité des technologies? Alors, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on est 7 milliards et demi. C'est un excellent moyen en tant qu'espèce, en tant qu'organisme. On est un organisme à 7,5 milliards de cellules intelligentes. Alors, elles ne sont pas toutes au même niveau d'intelligence. Il ne faut pas me pointer du doigt. Mais voilà. Donc, je pense qu'on a un méchamment gros boulot en termes d'éducation. Et je pense qu'on est à la préhistoire de l'éducation. Enfin, en tout cas, l'éducation ne tient plus debout par rapport au challenge actuel. Donc, je pense qu'il y a clairement moyen d'accélérer l'apprentissage, mais de façon exponentielle. Je pense qu'il y a moyen de sauter 4, 5, 6 ordres de grandeur en termes d'efficacité. Il y a plein d'exemples de gens, et alors évidemment j'oublie son nom, Céline Alvarez, quand on voit déjà ce qu'elle est capable de faire avec des mômes en maternelle qui, sans effort, à la fin de leur maternelle, savent compter, lire, écrire, calculer, enfin bref, voilà. Donc pour moi on doit réinventer ça, donc ça c'est la première piste. On est plein, et on a des technologies qui nous connectent, qui s'améliorent très fort, et ça je pense que c'est très encourageant si on le manœuvre dans le bon sens. Pour le reste, je pense que l'humanité, le monde va avoir aussi besoin de plus en plus d'intégrateurs de savoir. Donc autant il y a des gens de niche qui vont très très profondément dans le savoir, autant on va avoir besoin de généralistes, de gens à la culture générale très large, qui sont capables d'établir des connexions et pourquoi pas automatiser ces connexions dans la mesure où c'est possible. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Alors, j'ai encore une question du chat la dernière. Ah oui, voilà. qui va être double. Alors, quel futur pour tous les bullshit jobs dont on parle beaucoup? On recycle les gens aussi dans le futur. Quelle piste? Et alors, je mets une deuxième question avec ça. Quelle place pour l'État, justement, dans ce futur? Ils ont eu le temps de les écrire, leurs questions. Alors, est-ce que tu peux reposer la première question? Parce que deux questions, c'est un peu trop...
Les deux vont ensemble. En fait, qu'est-ce qu'on fait avec les bullshit jobs? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont les bullshit jobs? Et en fait, qu'est-ce que l'État peut ou doit faire là-dedans? Alors, les bullshit jobs, je pense que ça va s'éroder doucement. Hein. Si on voit, moi j'ai quand même eu des conversations avec des banquiers qui disaient qu'ils commençaient à sérieusement ramer pour engager des millennials, les talents. Donc, pas les gens qui trouvent de boulot de nulle part, ils sont prêts à accepter n'importe quel bullshit job pour gagner leur vie, mais les gens qui ont un profil intéressant et que c'est plutôt les entreprises qui cherchent. Puisqu'on est dans ce paradoxe où aujourd'hui il est de plus en plus difficile de trouver un travail, mais les employeurs ont de plus en plus difficile à trouver un employé parce que le niveau d'exigence des compétences monte lui aussi de façon exponentielle. Donc, je pense que le bullshit job va s'éroder progressivement. Parce que si on n'a pas de talent, mais on n'est pas capable de se réinventer, donc forcément, voilà, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais moi je crois que le bullshit job, c'est un peu comme le travail à la chaîne, ça ne va jamais disparaître réellement, mais ça va sérieusement être remplacé par autre chose. Le rôle de l'État là-dedans, je pense que c'est éventuellement collaborer à un narratif différent. Pour moi, il y a assez de travail utile quand on voit la quantité de jobs nécessaires à accomplir ce virage qui est là juste devant nous. Du taf, il y en a. Simplement, si on essaye d'optimiser le profit, eh bien, on arrive à parfois optimiser des trucs qui sont vides de sens, hormis sur le profit que ça génère. Une fois qu'on met du sens, une fois qu'on a vraiment un pourquoi, je pense que le boulot, il prend sens et donc il n'est plus bullshit. Donc, voilà. L'État, pardon, et la place de l'État là-dedans? Mathéus. Mathéus, on veut te censurer. Tu vas te faire sanctionner maintenant. Je vais donner la parole à cette jeune femme. J'en répondrai dans le chat plus tard. On va faire ça dans le chat. Et on va passer à la dernière question, parce qu'on va le laisser se reposer aussi, parce qu'il a le cerveau en ébullition. Il nous a offert une superbe soirée. Merci, Raph. Merci, à vous. Bonsoir, oui, je voulais vous remercier d'abord pour cette chouette conférence qui personnellement m'a fait réfléchir. Et d'ailleurs, ce serait plutôt une réflexion, sous forme de question peut-être. Mais j'ai beaucoup entendu parler d'intelligence technologique, enfin voilà, la digitalisation, intelligence artificielle. Mais entendu parler, j'ai entendu dire aussi que vous disiez qu'on n'utilisait plus assez son cœur et ses tripes, qu'on était trop dans le mental et le cerveau. J'ai entendu parler d'amour et de bienveillance. Est-ce qu'une des clés ne serait pas également l'intelligence émotionnelle? Pourquoi ne pas avoir parlé d'intelligence émotionnelle? J'aurais pu. Je trouve le terme amour plus fort. Et je pense qu'au final, l'émotion ultime, c'est celle-là. Donc moi, je suis un militant, un combattant de l'amour. Voilà. Eh bien, Raphaël, nous t'aimons et nous te félicitons. Merci beaucoup. Merci. N'oubliez pas de remettre vos masques en vous levant, chers amis. Merci. Bon, c'était vraiment bien, le petit Raph, là. Je disais, n'oubliez pas de remettre vos masques en vous levant. Merci beaucoup.